Donc, on va commencer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce second webinaire du PEPR Forest. Alors, je suis Christophe Plomion, je suis chercheur à INRAE et je co-dirige ce PEPR avec Arnaud Sergent, hein, qui est parmi nous. Euh, donc, on est très heureux de vous accueillir hein, cet après-midi. Bonjour, on fait juste Euh, un test. ouais. On t'entend pas, Christophe, mais je sais pas si vous nous entendez. Merci. Nous, on t'entend. Ah, alors, Moi, j'entends très très bien Christophe, Arnaud, tout le monde en ouais, fait. alors Oui. Christophe, tu dois avoir un problème de son. Peut-être tu peux le régler au fil de l'eau, mais apparemment les autres collègues entendent bien. Là, on refait un test son si tu veux. Est-ce que tu m'entends? Non, toujours pas. Bon, de toute façon, je vais parler pendant quelques minutes et après je vais passer la parole, donc tu pourras régler ton micro. Donc je voulais rappeler quand même, oui, les webinaires du PEPR Forest. Donc c'est le second. Le premier, il était, si vous avez assisté à ce premier webinaire, consacré aux avancées scientifiques et méthodaux sur les modèles de distribution des espèces. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité des 17 capsules vidéo qui avaient été préparées par des collègues sur la chaîne YouTube du PEPR, ainsi que la conversation scientifique du coup qu'on avait eue et qui s'en était suivie, je ne sais plus, c'était le 17 ou 18 septembre, hein, tout ça, donc c'est voilà, disponible. Donc, nous nous retrouvons pour ce second webinaire qui va porter sur un des livrables du projet ciblé Forest Hub. Il porte plusieurs ambitions, le scientifique, le projet ciblé Forest Hub, dont celle de fédérer et d'apporter un soutien scientifique et méthodologique à des initiatives de recherche-action. Alors, ces initiatives peuvent être très, très diversifiées. En tout cas, elles partagent un dénominateur commun, c'est de s'inscrire dans une démarche de type Living Lab. Alors, cette démarche, elle est évidemment en très, très forte complémentarité dans le PEPR. Elle va s'inscrire en forte complémentarité avec des approches plus classiques d'observation, d'expérimentation, de scénarisation, de modélisation. Il se trouve qu'elle va fortement vraiment contribuer à nourrir le volet transdisciplinaire, la transdisciplinarité que porte le PEPR. Donc il va y avoir du coup avec les Living Labs de la co-conception avec les acteurs qui vont être concernés par des problématiques diverses et variées et pour aboutir à on appelle ça des solutions ou des options ou des trajectoires, on va dire de socio-écosystèmes forestiers en conditions réelles et directement du coup ancrés dans les usages. Bon, voilà ce que l'ambition portée par une des actions de recherche du projet ciblé Forest Hub. Avant de donner la parole à Maxence et à Arnaud et après à Maxence, tout simplement, on voulait remercier Maxence et toute son équipe euh, de, pour l'énergie, l'engagement qu'ils ont mis dans cette initiative, hein, la construire et puis la mettre en œuvre. Donc bientôt, à partir de 2026, pour la durée du PEPR. Donc on est là dans la construction des briques de base d'un réseau de Living Lab forestier national. Donc ben voilà, on est fiers de passer cette frontière entre ce qu'on a écrit sur le papier et puis la mise en œuvre. Nous on a l'impression que c'est vraiment un réseau avec les discussions qu'on a avec les collègues scientifiques. C'est un réseau sur lequel portent beaucoup d'attentes finalement, hein. Pas seulement des chercheurs hein, qui sont impliqués dans les 15 projets financés par le PEPR, mais aussi de la part des partenaires opérationnels, hein. On le voit, nous, à travers notre comité des porteurs d'enjeux, des parties prenantes, et puis aussi des acteurs territoriaux et plus largement
de toutes celles et ceux qui souhaitent renforcer ces capacités d'innovation collective que portent les Living Labs. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Arnaud, as-tu des choses à compléter? Simplement dans le prolongement de ce que tu viens de dire, bonjour à tous d'abord. Dans le prolongement de ce que tu viens de dire, c'est effectivement quelle a été la stratégie du PEPR. Effectivement, dans un monde idéal, hein, si on avait eu un réseau de Living Lab préexistant, on aurait déployé de manière plus étroite l'ensemble des activités de recherche du PEPR sur ces Living Labs. Mais une des tâches du PEPR a été de faire une sorte d'état des lieux d'où on en était. Et le constat a été que bah, c'était plutôt un challenge à relever, Mm. de créer ce réseau. Et donc c'est pour ça que on a enclenché cette action en amont grâce au travail, comme l'a dit Christophe, hein, de Maxence et toute son équipe, bah, pour faire cet inventaire, pour essayer de l'aborder de manière à la fois pragmatique, mais aussi de la raisonner en cohérence avec ce qui se fait à l'international et ce qui se fait aussi en dehors du monde forestier. Cette approche Living Lab, c'est pas juste sorti du chapeau du PEPR de Forest, c'est aussi pour se mettre en résonance avec ce qui se fait ailleurs en Europe, ce qui se fait dans d'autres domaines. Maxence travaille en étroite relation avec des collègues européens et avec des collègues aussi d'autres secteurs comme l'agriculture. C'est aussi pour nous l'opportunité de créer des interfaces avec d'autres PEPR. Solubiode a par exemple, un autre PEPR a par exemple beaucoup axé son programme de recherche sur les Living Labs. Donc c'est aussi un outil pour faire ce lien et cette interface. Donc ça c'est aussi très important. Le CNRS, hein, il y a aussi un travail d'évolution de ces zones ateliers avec cette approche Living Lab. Donc on s'inscrit bien dans cette continuité-là et notre objectif à nous était en numéro un de doter la communauté scientifique aussi de cette infrastructure, comme l'a dit Christophe, qui vient compléter plein d'autres infrastructures qui sont déployées pour développer des connaissances. Donc ça, c'est le premier aspect, ce lien, effectivement, et outiller la communauté scientifique avec un dispositif et avec ce réseau. Donc c'est chose faite, effectivement, avec cette première vague, hein. Il y en aura des suivantes. Maxence va expliquer un petit peu la démarche. Mais aussi cette approche Living Lab, elle s'inscrit aussi dans une autre action du PEPR, qui est d'essayer de davantage s'articuler avec et articuler la communauté scientifique avec l'ensemble des parties prenantes, des experts et des acteurs de terrain. Et donc les Living Labs sont aussi un des outils de cette outillage, aussi un des outils de cette activité-là qu'on a par ailleurs, de la même manière, hein, peut-être moins déployé aujourd'hui dans le cadre du PEPR, puisque notre priorité était d'abord de lancer les programmes de recherche scientifique. Mais on a un ensemble d'autres dispositifs qui vont de la prématuration, de la prospective, tous ces dispositifs-là vont aussi conduire à travailler avec le réseau de Living Lab, à travailler cette interface avec les parties prenantes, avec les acteurs de terrain et à réancrer les travaux sur le terrain. Juste pour terminer, et pour bien aussi voilà, bien expliquer que il s'agit effectivement de créer les Living Labs, mais il s'agit aussi d'enclencher avec eux ces partenariats, ces articulations avec la science. Donc, comme je l'ai dit, malheureusement, on n'a pas déployé l'ensemble du programme scientifique dans ces Living Labs dès le début, de manière comme si on partait d'une feuille blanche. Mais par contre, ce qu'on va faire et ce qu'on va encourager tout au long de la vie de ces Living Labs, c'est à mieux articuler l'ensemble des tâches de recherche qu'il est possible de mieux d'articuler avec ces Living Labs. On a déjà commencé hein, à y réfléchir avec Maxence, avec les collègues des différents projets, porteurs des différents projets. Comment est-ce qu'un certain nombre de tâches, d'activités de recherche peuvent aussi s'ancrer, s'inscrire en synergie, et c'est bien cette optique-là et cette trajectoire-là qu'on va essayer de suivre. Voilà, juste pour resituer aussi cet outil qui sera pour nous, qui a effectivement, comme l'a dit Christophe, hein, on a à cœur vraiment de mener à bien la constitution de ce réseau de Living Lab. Et donc, c'était pour le resituer bah, dans l'ensemble des activités aussi du PEPR et dans l'ensemble de notre ambition, au-delà maintenant de ce qu'a été le lancement des activités de recherche qu'on a entamées pendant les premières années. Voilà, donc aussi encore, je renouvelle aussi mon merci à Maxence, à qui je vais passer la parole. Merci aussi beaucoup à Erwan et à Fanny d'avoir organisé ce Living Lab et d'accompagner de manière plus générale cette dynamique-là
sur les Living Labs. Merci aussi à l'ensemble du Hub hein, qui porte cette démarche et qui accompagne cette démarche. Et donc maintenant, bah, au Living Lab, à Maxence, et puis qui va vous expliquer un petit peu bah, quelle a été l'approche pour faire constituer ce réseau. Et puis ensuite, bah, nous ferons le voyage, puisque nous, on a déjà eu la chance de le faire avec Maxence. Nous ferons le voyage dans ces différents territoires forestiers. Et voilà, nous on a été très enthousiastes parce que c'est super intéressant de voir un peu plus concret. Et donc on espère que pour tous ça va être la même expérience. Donc merci beaucoup à toi Maxence. Merci Christophe et Arnaud pour l'introduction. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Voilà, normalement vous voyez tous mon écran. Alors, merci à tous d'être là. Donc, l'objectif hein, de ces 2 heures, c'est bien de vous présenter la démarche qui a été menée depuis un an pour constituer ce réseau, ce premier cercle du réseau. Et puis ensuite, bien, de vous présenter chaque initiative. Hein. Donc, je vais prendre la parole là pendant une quinzaine de minutes environ pour vous représenter le parcours de ce qui a été fait pendant un an. Chaque initiative ensuite viendra se présenter. Alors vous verrez, on essaie de faire ça dynamique. Hein. C'est un petit pitch de présentation de quelques minutes. Je reprendrai la parole ensuite sur ce qui va se passer à partir de janvier 2026 pour ces initiatives. Et puis ensuite, on a voulu laisser on va dire une session importante de questions-réponses et d'échanges avec vous. Donc, vous aurez 3/4 d'heure, voilà, voire même un petit peu plus pour poser toutes vos questions. Alors déjà, avant de rentrer dans le détail de la méthode, j'aimerais un peu resituer ce qu'est l'approche Living Lab. Donc, l'approche Living Lab, hein, ça va se situer à l'intersection de 2 théories de l'innovation, qui sont l'innovation ouverte et par les usages. Donc, l'innovation ouverte, on est plus sur des méthodes de collaboration et d'intelligence collective pour co-créer des solutions en faisant l'hypothèse que les solutions co-construites hein, seront plus innovantes à plusieurs que tout seul. Et puis l'innovation par les usages, aujourd'hui, on est sur un processus d'innovation où on va aller construire avec l'utilisateur final les solutions innovantes. C'est-à-dire qu'on va aller chercher l'utilisateur final et on va l'intégrer dans notre processus de conception. Et donc, à l'intersection, vous avez cette approche Living Lab qui est une méthode d'innovation hein, ouverte, centrée utilisateur, qui va engager hein, toutes les parties prenantes concernées par un projet pour construire des solutions et ancrées dans ce qu'on appelle dans un contexte réel. Donc, vraiment, on est à l'intersection de la recherche et de l'action. C'est vraiment une posture de recherche-action où on va mobiliser la recherche pour répondre à des besoins opérationnels. Le concept Living Lab, hein, ça a été théorisé, ça existe depuis une quarantaine d'années dans certains secteurs, l'urbain, l'énergie par exemple. Donc, pour atteindre ce qu'on appelle cette approche Living Lab dans un projet, on a des principes et des déterminants. Donc, c'est ce qui va constituer ensuite l'outil qu'on a utilisé, nous, pour concevoir notre réseau. Donc, c'est théorisé, c'est conceptualisé. Et donc, voilà, on ne peut pas s'appeler Living Lab sans ces déterminants. C'est un processus d'innovation. Donc, on a vraiment des phases méthodologiques. Hein. On va partir de phases de planification de projet, de diagnostic. On va passer par des phases de créativité, d'expérimentation en contexte réel avec des itérations. Et puis, pour arriver à des résultats hein, d'innovation qui répondent à des besoins opérationnels. Et puis, on va dire, diriger ou en tout cas construire avec les acteurs sous forme d'intelligence collective avec notamment des ateliers de co-création. Donc, comme je le disais, hein, ça existe depuis bien longtemps dans différents secteurs, hein, urbanisme, agriculture, énergie, santé, hein, depuis les années 90. Donc, il y a eu beaucoup de littérature scientifique et de projets dans ces secteurs-là. Et nous, en forêt, on voit arriver les premiers Living Labs en 2017-2018 à peu près. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2025 ? On a tout d'abord montré la pertinence de l'approche pour répondre alors, à certains enjeux du secteur forestier, hein, pas tous parce qu'on vient de démarrer. Et puis, on a créé un cadre méthodologique qui permet de piloter des Living Labs forestiers. Donc, on a été voir ce qui se passait dans les autres secteurs. Et puis, on a adapté ces méthodes et cette approche au secteur forestier. Donc, c'est sur ce quoi on va se baser dans le PEPR Forest, notamment à partir de janvier 2026. Donc, avec un processus d'innovation, un mode de pilotage pour chaque phase et puis un outillage adapté au contexte forestier. Ce qu'on remarque, hein, c'était avant de construire ce Work Package Living Lab dans le PEPR, c'est que
En 2018, c'était le début, et 2023-2024, on est vraiment sur un engouement de porteurs de projets pour cette approche-là, où on a beaucoup d'initiatives qui parlent de Living Lab, qui souhaitent s'inscrire dans cette dynamique-là, mais on note un besoin d'accompagnement méthodologique. Et donc ça, c'était notre constat lorsqu'on a créé le Work Package Living Lab du PEPR Forest. Et donc dans le PEPR Forest, le Work Package Living Lab, il se compose de 4 tâches. Bon, déjà, l'ambition, c'est d'accompagner, comme Christophe l'a dit, et développer les Living Labs et leur mise en réseau. Pour ça, donc, on a 4 tâches qui se basent sur les constats que je viens de vous exposer. Donc, la première tâche qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une cartographie et une évaluation des initiatives candidates au développement des Living Labs. Donc, on y reviendra pendant quelques minutes après. L'accompagnement méthodologique, c'est-à-dire une fois qu'on a cartographié les initiatives, qu'on les a intégrées dans le réseau, on va les accompagner pour vraiment répondre à leurs besoins opérationnels. La mise en réseau, avec un échange, un partage d'expériences, de points de blocage. Et puis une quatrième tâche disons, une analyse réflexive sur la conduite de l'innovation en forêt par l'approche Living Lab. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'est la première tâche. Et donc, je vais faire un petit retour sur comment on l'a construite et ce qui s'est passé pour en arriver jusqu'aujourd'hui. On avait 2 observations au départ qui complètent un peu l'état des lieux que je vous ai fait il y a quelques minutes. C'est que donc on a de nombreux dispositifs aujourd'hui et projets qui s'appellent Living Lab, mais en fait, on n'en sait rien. Moi, je suis un Living Lab, mais on ne savait pas en fait si vous étiez un Living Lab. Et puis, deuxième observation, c'est que on a dans les cadres méthodologiques utilisés pour gérer et piloter ces Living Labs, en fait, on a une évaluation qui est faite toujours en aval de l'initiative et pas en amont. Et donc, en fait, on avait 2 verrous. Le premier, c'est que il est difficile de savoir si une initiative, c'est bien un Living Lab ou pas. Et puis surtout, si c'est un Living Lab, de connaître un peu sa maturité et puis où est-ce qu'il en est dans son processus. Et puis le deuxième verrou, c'est difficile de proposer une méthode entre guillemets sur mesure aux porteurs de projets, aux porteurs d'initiatives qui souhaitent développer un Living Lab sans une évaluation en amont. Donc, l'objectif là de ce qu'on a fait depuis 1 an, c'était développer un outil d'évaluation des initiatives innovantes qui souhaitent devenir un Living Lab pour définir si, 1, elles sont bien un Living Lab ou pas, et puis 2, ensuite, pour les caractériser, pour pouvoir ensuite adapter notre accompagnement méthodologique et bien s'assurer que ce sont bien des Living Labs et que les initiatives répondent bien à leurs besoins. Donc, pour créer l'outil, on a implémenté 5 étapes. On a fait une grosse revue de littérature sur les caractéristiques et déterminants Living Lab pour bien que notre outil soit ancré dans ce concept-là. On a réalisé des entretiens avec des experts Living Lab d'autres secteurs d'activité. On a confronté un petit peu ces caractéristiques et ces déterminants auprès d'experts sur les Living Labs. On a eu une version 1 de l'outil qu'on a testé auprès d'une initiative qui était des hommes et des arbres. On a fait des itérations avec des hommes et des arbres. On a analysé les données, on a modifié l'outil. Et puis ensuite, en étape 5, on a testé la version finale de l'outil auprès d'acteurs de terrain diversifiés pour avoir vraiment une validation terrain. L'outil se compose de 3 grands, alors vous l'avez reçu pour la plupart, mais l'outil se compose de 3 grands on va dire segments. Le premier, c'est ce qu'on a appelé profil, donc c'est vraiment la carte d'identité de l'initiative avec des caractéristiques sur un projet Living Lab. La deuxième grande partie, c'est ce qu'on a appelé contexte, donc c'est un contexte qui est caractérisé avec 6 dimensions, politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale, ce qui se permet de comprendre si l'initiative qui veut devenir un Living Lab se situe bien dans un contexte favorable ou pas. Et puis le troisième grand segment, c'est cet outil diagnostique, donc basé sur notre revue de littérature, des déterminants Living Lab, des caractéristiques Living Lab, où là, on va vraiment chercher à caractériser si une initiative, elle est bien un Living Lab ou pas, et puis sur quels critères elle est mature ou performante. Cette partie diagnostic, elle est bien conçue comme ça. On a mis en relation des déterminants, des caractéristiques de la littérature scientifique confirmées par les experts Living Lab. Et puis à chaque intersection, on a défini des critères avec les experts Living Lab, et puis on a défini des niveaux. Voilà, on peut les appeler comme ça. Donc ça, c'est l'outil. Et donc, on en arrive à la conception de l'outil, finalisation à juillet 2025. Et à fin juillet, début août, en fait, on avait reçu pendant la première année du PEPR, alors par des lettres d'intention sur le site du PEPR, par différents canaux en tout cas, 32 initiatives forestières qui se sont manifestées pour intégrer ce réseau de Living Lab du PEPR Forest. Alors, 32 initiatives
C'était un peu beaucoup aussi pour nous, hein, pour les accompagner, hein, parce on avait aussi des moyens limités, parce qu'après, hein, à partir de janvier, on va les accompagner vraiment d'un point de vue opérationnel. Donc, l'outil nous a permis de faire ce que je viens de dire, et puis aussi d'arriver à une sélection, parce que 32 initiatives à accompagner, pour nous, c'était pas possible. Donc, on s'est dit, peut-être voilà, par rapport aux moyens qu'on avait humains, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on s'est dit une personne pour trois initiatives, 3 Living Labs, c'est cohérent. Donc, de 32, notre objectif était d'en choisir 10 pour intégrer le premier cercle de Living Lab du PEPR Forest. Donc, on a transmis l'outil aux 32 initiatives. Alors aujourd'hui, hein, voilà, 8 nous ont indiqué ne plus vouloir y répondre. 23, on a reçu 23 grilles, 23 outils d'évaluation. Et puis on en a encore 3 en attente. Alors bien sûr, qui sont en retard, qui vont nous envoyer pour qu'on puisse les traiter, mais qui ne seront pas intégrés dans le réseau. L'outil, il était basé sur les principes d'auto-évaluation, c'est-à-dire que chaque initiative s'auto-évaluait en fonction de ce qu'elle a fait, ou en tout cas de ce qu'elle pouvait faire dans son territoire ou dans son initiative. Donc pour chaque initiative, on a reçu les grilles, on a extrait les informations, les données principales. Vous avez un exemple devant les yeux qui permet d'avoir un peu un résumé de toutes les données qu'il y avait dans la grille. Et donc ensuite, pour terminer, hein, donc on a reçu ces grilles fin septembre. Comment on a fait pour arriver jusqu'au 11 décembre aujourd'hui? Donc nous, on a présenté, donc j'ai présenté voilà, ces profils, hein, ces diagrammes à la coordination du PEPR. Et l'idée, c'était de croiser les critères scientifiques Living Lab qu'on a obtenus dans les grilles avec les critères scientifiques et stratégiques du PEPR. C'était un comité de sélection qui a été réalisé le 27 octobre dernier. Et donc, on a vraiment mis en lien les critères scientifiques et les Living Lab et scientifiques et stratégiques du PEPR. On a sorti donc une liste de 10 initiatives qui était notre objectif par rapport à nos moyens humains. On a présenté ensuite en étape 3 les initiatives le 7 novembre aux responsables des projets ciblés du PEPR. Ensuite, je vous montrerai ça tout à l'heure après la présentation des initiatives, mais en étape 4, hein, on a vérifié avec l'équipe la pertinence des initiatives, la diversité aussi dans le réseau, parce qu'il fallait que notre réseau soit dès le départ complémentaire. Donc ça a été vérifié. Et puis ensuite, on en arrive aujourd'hui, donc le 11 décembre. On va vous présenter donc les 10 initiatives qui intègrent ce premier cercle du réseau. Donc je vais passer à la présentation. Alors ce que je vais faire, hein, vous allez voir, chaque initiative, il y aura la même présentation pour chaque initiative. Alors je vais les appeler une par une, je passerai les slides. Et puis, chaque initiative aura quelques minutes pour se présenter. Ça vous donnera un premier aperçu du réseau. Alors, je démarre par initiative forêt de montagne. Donc, je ne sais pas si c'est Raphaël, Georges ou Philippe. C'est moi. D'accord. Et Raphaël, je te donne la parole. Ouais, et du coup d'ailleurs en termes de communication on s'est un petit peu renommé, donc c'est forêt alpine maintenant pour voilà, calquer un petit peu mieux et pas faire préempter les montagnes qui ne sont pas les nôtres. D'accord. Voilà, donc moi je vous présente le Living Lab forêt alpine. Donc il est porté par un comité de pilotage qui est assez diversifié, donc on est 9 personnes issues de 5 institutions, donc 2 institutions de recherche, l'INRAE et l'Université Grenoble-Alpes, 3 institutions de parties prenantes, l'association Forêt Alpine, les communes forestières de l'Isère et l'ONF Hautes-Alpes. Et notre Living Lab, on le pense un petit peu et on l'utilise comme un outil pour favoriser les relations sens forêt-société. Et son objectif, c'est de maintenir les fonctions des socio-écosystèmes forestiers de notre territoire en produisant des connaissances et des solutions qui associent chercheurs, gestionnaires et l'ensemble des acteurs et des usagers du monde forestier. Bon, comme on n'a que 3 minutes, théoriquement, je vais pas vous détailler beaucoup plus que ça, mais je vais vous présenter 3 spécificités qui caractérisent particulièrement notre Living Lab. Et premièrement, c'est d'un point de vue géographique. Notre Living Lab, il s'étend sur un grand territoire qui va de Serponçon à Grenoble, en passant par Briançon. Si vous ne connaissez pas trop la région, vous n'avez pas la carte en tête, c'est 90 km à vol d'oiseau. En voiture, c'est un peu plus. Pour rejoindre ces 3 villes, c'est 3h30 de voiture à travers des massifs comme l'Oisans, les Écrins, et on est à cheval sur 2 départements, les Hautes-Alpes et l'Isère. Donc on a un grand territoire, ce qui fait qu'on a des socio-écosystèmes forestiers qui sont diversifiés parce que selon le périmètre qu'on applique, on est entre 4 et 6 sylvo-écorégions. On a des forêts
qui s'étendent de 200 mètres d'altitude à jusqu'à la ligne de front qui va autour de 2000, 2200 mètres parfois d'altitude. Et on a aussi des configurations socio-économiques qui sont très variées, qui vont de la métropole grenobloise avec presque 500 000 habitants et des espaces ruraux montagnards marqués par le tourisme hivernal et estival. Et tout ça dans un contexte de changement climatique qui est plus rapide en montagne qu'ailleurs et qui affecte autant les arbres que les sociétés humaines. Alors ce grand territoire, ce qui nous permet, c'est d'avoir une approche un petit peu comparative, une diversité de points de vue. Et du coup, ça permet à chaque acteur de chaque territoire de prendre un petit peu de distance par rapport à son propre cas. Et nous, on a espoir que ça permet d'imaginer des solutions et des futurs un petit peu plus diversifiés. Le deuxième point un peu saillant, c'est que du point de vue recherche, les Living Labs, ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils étaient souvent structurés autour d'un problème. Nous, on a décidé de se structurer autour de plusieurs problèmes. Donc actuellement, on travaille beaucoup sur le renouvellement forestier, mais on en a aussi identifié d'autres, et notamment les conflits d'usage et puis les partages de connaissances en société. Sur ce dernier, ben, on y travaille en permanence parce que c'est le but même d'un Living Lab. On va aussi être, au-delà de ces thématiques-là, on est support pour alimenter en fait le travail d'autres parties du PEPR, comme des thèses qui viennent de différents PC du PEPR ou encore le projet Maladaptri. Troisième spécificité, d'un point de vue un peu organisationnel, bah, l'idée c'est d'avoir une structure pérenne. Donc on va essayer de pérenniser ce Living Lab le plus longtemps possible. Et ça a engendré une espèce d'heureux imprévu, ce qui fait que le Living Lab, il s'est aussi un petit peu transformé en groupe de réflexion ou en think tank, où tous les acteurs du monde forestier là, de notre territoire, bah, ça leur permet de se rassembler de manière périodique. Nous, on pensait qu'ils se croisaient déjà avant sans nous, et ce n'était pas forcément le cas. Et donc, ils se rassemblent de manière périodique pour échanger au-delà des problèmes que le LL a vocation à résoudre. Et ça, c'était un aspect qui était plutôt inattendu, mais qui est un heureux imprévu, je dirais, et qui est apprécié des acteurs. C'est le premier bénéfice qu'ils ont souligné, puisqu'on n'a pas encore pondu les solutions sur les problèmes sur lesquels on travaille. Voilà pour le Living Lab for Alpine. Merci Raphaël, merci beaucoup. Je passe au suivant, initiative Guyane. Je ne sais pas si c'est Jérôme qui est là ou quelqu'un d'autre. Bonjour tout le monde. Non, c'est Audrey Hérault. Bonjour Bonjour à Audrey. tous. Je vais peut-être pas laisser la caméra parce que comme je suis en forêt, la connexion n'est pas très bonne. Donc voilà, c'est juste pour montrer ma tête, mais je vais peut-être enlever la vidéo pour être sûr que ce soit fluide. Alors, du coup, bonjour à tous. Donc, je suis la coordinatrice scientifique de la station de recherche du CNRS qui se situe au milieu de la réserve naturelle nationale des Nouragues. Donc, c'est un contexte qui est particulier hein, quand en forêt parce qu'on est dans un contexte tropical. C'est le seul département français du coup sur le continent sud-américain. Et notre territoire est couvert à 95% de forêt. Et pour vous donner une idée de la biodiversité que ça représente, sur un hectare, on a à peu près 200 espèces, un peu plus de 200 espèces d'arbres, donc plus que sur finalement la France hexagonale en entière. Donc là, on est un territoire aussi particulier parce que en fait, les Nouragues, ce qu'on appelle les Nouragues, c'est une réserve du coup naturelle qui est sur plus de 100 000 hectares et c'est la plus grande de France. Donc elle bénéficie de ce statut de protection depuis 1995 et un grand intérêt, c'est qu'elle est co-gérée et par l'ONF et par une association qui s'appelle le GEPOG. Donc c'est le groupe d'études de protection des oiseaux de Guyane. Et au cœur de cette réserve naturelle se situe une station de recherche qui, du coup, l'année prochaine fête ses 40 ans, donc ça fait un petit moment qu'elle est là, et elle est gérée par le CNRS. Donc en fait, il y a déjà une existence d'une grande synergie entre la réserve et le CNRS, notamment sur des problématiques de changement globaux. Et donc voilà, ça mêle recherche scientifique, conservation et de l'animation de la part de la réserve. Beaucoup de choses. Et en fait, voilà, ce Living Lab nous permettrait d'aller au-delà de finalement cette relation assez proche entre la réserve et la station de recherche, en allant au-delà, c'est-à-dire en impliquant les acteurs du tourisme, parce qu'il y a dans cette zone-là, il y a aussi beaucoup de tourisme. On travaille avec un piroguier. La réserve travaille aussi avec des producteurs locaux. Donc, en fait, on aimerait que toute cette petite économie locale, finalement, soit bien plus marquée et bien mieux encadrée grâce à ces initiatives de Living Lab, en impliquant aussi les collectivités territoriales.
Donc ça, c'est très important pour nous. Donc on est content de pouvoir faire partie de ces Living Labs. Et du coup, cette collaboration nous permettra du coup de pouvoir travailler conjointement sur la résilience des forêts au changement climatique, hein, parce que la Guyane n'est pas exempte de ces changements globaux. De voir aussi si la gestion multifonctionnelle respecte les usages traditionnels et locaux, particuliers à la Guyane. Si l'orpaillage, problématique très particulière de la Guyane aussi, et l'orpaillage ses effets sur l'environnement et la société, et puis aussi pouvoir rapprocher les forêts de l'intérieur qui sont pas connues du coup du grand public en augmentant les connaissances à leur sujet. Donc là, cette initiative, on est contente de pouvoir la présenter, mais elle est encore à des prémices, hein. La réserve, comme je vous ai dit, est projet CNRS, mais voilà, c'est quelque chose qui est encore à présenter au comité de gestion avant tout, mais voilà, on est content de pouvoir faire partie de ces Living Labs. Merci Audrey. Initiative Landes de Gascogne pour la suivante. Alors j'ai vu William et Christophe. Je ne sais pas si c'est vous qui présentez. Oui, Bonjour bonjour à à tous. tous. Hop, on change. Alors, voilà. On s'est permis un peu de liberté dans le PowerPoint vu qu'on doit tenir compte de la suggestion de Maxence qui était de réunir plusieurs initiatives qui ont lieu sur le territoire des Landes de Gascogne. Donc, cette présentation sera faite à deux voix. L'IEFC, qui est un réseau de coopération scientifique internationale, Et le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Je parle aussi au nom de la région Nouvelle-Aquitaine sur un projet porté depuis 2022. voilà, donc ces deux initiatives, on va les présenter un petit peu. Elles vont être réunies, on va essayer de les réunir sous un chapeau qui pourrait s'appeler, le titre n'est pas encore stabilisé, Résilience de la forêt des Landes de Gascogne. On constitue dans ce massif qui est assez exceptionnel du point de vue de la surface et de la continuité des plantations de pins maritimes, avec un fort enjeu productif, mais aussi donc socio-économique. Et donc, une des premières initiatives est un laboratoire vivant qui s'est créé en 2021 sur 50 000 hectares, avec pour objectif comme beaucoup d'initiatives ici, de diversifier ce massif avec voilà, d'inclure plus de diversité. Et donc la solution qui a été testée en lien avec beaucoup de parties prenantes et surtout coordonnée par l'IFC, la coopérative Alliance Forêt-Bois et l'INRAE, c'était d'augmenter l'hétérogénéité du paysage de plantation de pins maritimes pour améliorer sa capacité de résilience tout en maintenant la gestion courante des peuplements productifs par la plantation de haies de feuillus en bordure de ces peuplements, avec donc des effets qui ont été mesurés sur la biodiversité pour trouver sur ces bordures et également sur la régulation de ravageurs du pin. Et côté parc, c'est vrai qu'on a été inspiré par les initiatives Living Lab, toute la démarche que cela pouvait apporter. Et quand on en a discuté avec nos élus suite aux incendies de 2022, c'est apparu comme la chose à engager sur notre territoire également pour justement éviter que ces événements dramatiques comme les tempêtes, les inondations ou les incendies donc, qui marquent fortement notre territoire et qui s'accentuent avec le changement climatique, ne puissent, qu'on apprenne de ces erreurs et qu'on travaille de manière conjointe avec les acteurs du territoire, que ce soit la filière forestière, mais aussi avec les associations environnementalistes, avec les élus, avec certains habitants, de pouvoir œuvrer justement et expérimenter les pistes d'adaptation qui pourraient renforcer la capacité de résilience écologique et paysagère du massif forestier dans ce contexte de renforcement des risques multiples et en cascade. Voilà, donc je pense que ces initiatives, ainsi qu'une autre initiative qui a sur le territoire, qui est le projet FireS, qui est aussi porté par l'UFC, ça démontre voilà, que l'aggravation des risques multiples, on va parler d'un incendie de 2022, mais on a toujours été aussi en tête les tempêtes de 2009 et de 99, avec maintenant la pullulation d'insectes et donc l'arrivée de nouveaux ravageurs avec le nématode qui est arrivé au sud du massif en novembre, et dans le contexte du changement climatique, évidemment. Donc, face à l'érosion aussi de la biodiversité dans les milieux ruraux et cultivés, on a un vrai enjeu socio-économique sur le territoire de renforcer la résilience du système productif forestier. Et il y a un attachement aussi du territoire pour cette forêt. Je te laisse. Donc pour cela, on a quand même une trame qui est plutôt de développer des solutions fondées sur la nature, que ce soit l'initiative d'abord portée par l'IEFC, l'INRAE et Alain Soirée-Bois avec l'installation du bocage forestier. Nous, c'est vrai, côté parc, on a aussi souhaité travailler sur la restauration hydrologique des écosystèmes forestiers qui ont été
un peu la particularité du territoire de cette pinède cultivée où on est venu drainer le territoire. On apprend maintenant aussi nos erreurs avec le changement des avec le changement du rythme des précipitations pour augmenter la résilience globale en fait de ce socio-écosystème du pan maritime face aux risques multiples, tout en préservant la biodiversité. Donc, on a essayé de rejoindre nos deux initiatives. Il y a eu des mouvements aussi sur la superficie, sur le périmètre d'intervention. On l'équivaut encore à 100 000 hectares, c'est pas encore arrêté, qui est au sein du PNR des Landes de Gascogne, qui peut être réplicable au reste du massif landais, voire peut-être à d'autres systèmes par ailleurs. Il y a aussi une synergie avec Fayerette. Oui. Ouais. Alors, concernant les interactions avec le PEPR Forest, on a la chance, donc, dans la coordination, dans les chercheurs qui nous suivent, de travailler avec l'unité Biogéco, notamment avec Hervé Jactel, ou l'unité ETIS avec donc Philippe Defig sur des aspects à la fois donc, biologie et sociologie, qui entrent en forte synergie avec le projet X-Risque sur la réduction de la vulnérabilité à la multiple. C'est vraiment un des enjeux forts de nos différentes initiatives sur le territoire, de mieux comprendre les interactions entre ces risques. C'est vraiment quelque chose qui est demandé par nos parties prenantes. Et également la sociologie pour comprendre aussi la perception qu'ont ces risques et la gestion de crise finalement qu'on peut avoir en cas de perturbation. Également, c'est moins formalisé, mais on pense que nos activités vont être intéressantes pour le PC RégiAdapt, puisque les solutions qu'on déploie vont mettre en œuvre voilà, de la plantation de nouvelles essences sur le massif. Il va falloir tester un petit peu leur survie, leur croissance. Et donc, c'est des choses qu'on peut travailler avec le PC RégiAdapt. Et enfin, ce qu'on attend de ce réseau Living Lab, c'est sûr que on attend un partage d'expérience, effectivement, sur les actions qui sont menées, sur les interactions à mener avec les parties prenantes, et également un appui méthodologique, puisqu'il va falloir donc recréer une nouvelle gouvernance avec cette harmonisation des initiatives sur ce territoire, redéfinir peut-être la stratégie pour que ça reste tout de même lisible du point de vue des parties prenantes, poursuivre nos activités voilà, sur la résilience des Landes. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous, hein. Donc, merci aussi d'avoir joué le jeu, hein, parce que donc, pour resituer, hein, pour tous les participants, on avait reçu plusieurs outils diagnostiques, hein, de porteurs d'initiatives dans les Landes de Gascogne. Et quand on a traité ces différents outils lors du comité de sélection fin octobre, on a eu l'idée de leur proposer, hein, d'articuler les démarches et donc d'avoir plusieurs porteurs, qu'on puisse organiser, hein, collectivement plusieurs initiatives au sein d'une macro, un Meta Living Lab. Donc voilà, donc merci. Donc c'est aussi un des enjeux, hein, pour nous dans ce réseau Living Lab. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu à plusieurs voix. Initiative Chaudzeg pour l'initiative suivante. Je pense que c'est Yann, il me semble que je l'ai vu tout à l'heure. Et c'est Yann, ouais, qui est connecté. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter donc l'initiative de la forêt de Montignac, située sur la commune de Chaudzeg dans le Cantal, qui est portée par Racines de France, dont je suis le CIO. C'est cette fois-ci une forêt privée de 150 hectares qui est située donc dans le Cantal. Elle était majoritairement, cette forêt, composée d'épicéas, 60% du territoire total, et qui ont été totalement dévastés par les scolytes. Le reste du territoire est représenté par 30% Douglas et puis du sapin et quelques timbres-postes résiduels en feuillus. Elle illustre donc très très bien les crises actuelles, dépérissement des essences, perte de biodiversité liée à des monoessences spécifiques, un peu d'érosion des sols, et puis la dépendance économique exclusive à l'exploitation du bois. Et donc notre ambition est de transformer cette forêt, d'abord de l'adapter aux difficultés du changement climatique et de la transformer en démonstrateur vivant d'une robustesse retrouvée, sociale et économique. Et dans ce cadre-là, nous voulons créer un modèle reproductible de forêt multifonctionnelle qui intègre la régénération naturelle, bien évidemment, sur la partie que nous avons pu garder en Douglas, en sapin et en feuillus, la diversification des essences et l'innovation sylvicole. L'ensemble des parties épicéas touchées donc par le scolyte ont été remplacées par 12 essences feuillues et résineuses actuellement. Donc on va pouvoir suivre tout ça. Et donc le tout en conciliant production durable, biodiversité et valorisation des services écosystémiques.
Pour cela, nous mettons en place des indicateurs scientifiques robustes, aidés de partenaires scientifiques, comme le suivi de la croissance et de la respiration des arbres, la mesure de la biodiversité territoriale, basée sur des capteurs thermiques et des enregistreurs sonores, le suivi de la qualité des sols, l'ensemble, suite à la mise en place donc d'aménagements innovants comme l'enherbement de toutes les pistes, et nous en avons créé et utilisé de nombreuses pour la récolte de tout ce qui a été impacté par l'épisode scolite. Plus de 10 km de pistes ont été renouvelées. La plantation de haies, l'introduction de ruchers troncs pour les pollinisateurs, et puis enfin un espace d'agroforesterie à l'intérieur de cette forêt de 150 hectares qui vise à renforcer là aussi la résilience, les services de la forêt et puis un petit espace de production en vue d'autonomie nutritionnelle des territoires, pourquoi pas. Donc sur la deuxième slide, donc les interactions et attendues avec le PEPR Forest. Nous travaillons donc déjà en concertation avec de très nombreux partenaires, des acteurs territoriaux, le parc régional de l'Aubrac, la commune, la Comcom, la préfecture, bon, bref, une somme de parties prenantes qui sont déjà largement autour du projet. Les associations de chasse, de pêche, de tourisme, de gastronomie, bon, qui sont elles aussi parties prenantes, et des laboratoires scientifiques. Et puis enfin des entreprises et des institutions publiques qui viennent s'intéresser au projet. L'objectif est donc de co-construire des pratiques durables et de partager nos enseignements avec l'ensemble de la communauté scientifique et territoriale. Et l'intégration dans le réseau Living Lab du PEPR Forest est une précieuse opportunité pour nous. Nous en attendons principalement trois choses: la mutualisation des méthodes et des indicateurs, le partage et le transfert des solutions innovantes en comparant nos expériences avec celles des autres sites, et puis renforcer le suivi scientifique pour mieux comprendre les liens du vivant et démontrer l'impact concret des pratiques durables. En parallèle, et enfin, nous souhaitons offrir donc une visibilité nationale pour cette forêt qui pourrait être la forêt de chacun, pour inspirer d'autres territoires et démontrer qu'une gestion forestière durable et économiquement viable est encore possible et largement souhaitable. Donc notre démarche, elle s'appuie sur trois piliers essentiels: la bioéconomie élargie, la résilience écologique et le monitoring scientifique rigoureux qui va nous aider à apprendre encore plus des liens du vivant. En résumé, pour finir, la forêt de Schötzegg, c'est un véritable laboratoire vivant où science, innovation, économie et engagement territorial se rejoignent pour construire la forêt de demain. C'est dire si je suis heureux de vous rejoindre. Merci beaucoup, Yann, pour cette présentation. On enchaîne avec l'initiative NeoSilva. Donc, je pense que c'est Lucille. Oui. Alors, moi, je vais vous présenter l'Upcom NeoSilva. Alors, l'Upcom NeoSilva, c'est un partenariat entre, c'est un laboratoire commun. Donc, c'est un partenariat entre un laboratoire de recherche et une entreprise. Donc, ici, c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui travaille avec l'UMR Silva, donc l'INRAE et AgroParisTech, et une entreprise qui s'appelle NeoSilva, qui est une entreprise qui va prendre en charge la gestion des forêts privées, du renouvellement jusqu'aux récoltes futures, et qui va partager les recettes avec les propriétaires. Donc, la création de ce LabCom est née d'un constat comme quoi les petites forêts privées face au changement climatique avaient quelques problèmes, notamment le fait qu'ils n'étaient pas mis en gestion, alors que c'est une grande part des forêts en France. Elles sont souvent exclues des réseaux de recherche et de développement et bénéficient rarement d'outils de suivi et d'autres adaptés au fait que ce soit des petites forêts privées. Et elles se retrouvent en ce moment particulièrement vulnérables aux crises climatiques et sanitaires. Or, le manque de gestion, ou en tout cas le manque de gestion adaptée, crée un risque accru pour les propriétaires, mais aussi pour la résilience des forêts et plus rarement au territoire. Donc, face à ce constat, l'objectif du projet, c'est de développer un système innovant d'aide à la décision multicritère, spécifiquement conçu pour les petites forêts privées, notamment de moins de 25 hectares, en intégrant les enjeux climatiques, économiques et sociaux, mais aussi à mieux évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux des choix de gestion. Donc, pour y parvenir, la réflexion a été faite d'utiliser la méthode du Living Lab,
pour travailler avec toutes les personnes, tous les acteurs de la forêt, notamment aussi du public, pour créer et développer des méthodes et des outils adaptés aux besoins du terrain et aux enjeux actuels du changement global qu'on peut rencontrer maintenant. Alors, ce projet s'étend sur 4 ans et a commencé l'année dernière et sera à l'échelle nationale. Alors, actuellement, c'est un projet de l'ANR qui appartient au Foresting Lab, donc on a des interactions avec le PEPR Forest par ce biais. L'attendu au niveau du projet c'est d'être accompagné pédagogiquement avec les partages de méthodologies, des retours d'expérience, mais aussi la mise en réseau avec les autres Living Labs, avec les chercheurs et la transmission d'informations. Voilà, j'espère que j'ai globalement tout dit. Merci Lucille pour l'initiative NeoSilva. La prochaine, forêt d'exception. Je pense que c'est. Alors, ça va être à plusieurs voix, je pense. Il y a Pauline, je pense, Oui, qui va. c'est avec Jean. Avec Jean. Donc effectivement, moi je suis Pauline Delors et je suis chargée de mission forêt d'exception à la direction générale de l'ONF et je vais faire ça à 2 voix avec Jean qui s'occupe de la forêt de Retz. Alors, l'initiative forêt d'exception. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un réseau de 16 forêts publiques qui sont labellisées. Et ce réseau, il existe depuis une quinzaine d'années maintenant, donc c'est pas nouveau et puis ça se veut en tout cas pérenne dans le temps. Ces forêts, elles sont reconnues à la fois pour leur patrimoine, aussi bien naturel que culturel et historique. Aussi pour la qualité et l'exemplarité des actions qui y sont menées et qui touchent à tous les domaines de la multifonctionnalité, et pour la qualité des partenariats qui sont mis en place, puisque Forêt d'exception, c'est avant tout des démarches de territoire donc qui se veulent concerter avec les acteurs locaux. Et l'objectif, c'est que l'expérience acquise dans ces forêts et laboratoires puisse diffuser au-delà, donc aux autres forêts publiques, voire même à toutes les forêts. Mais je laisse la parole à Jean pour faire le zoom sur Retz. Donc bonjour à tous. Parmi les 16 forêts d'exception, la forêt de Retz sera le cas concret, le cas de terrain en fait du réseau. Et donc on a été labellisé en 2022 en parallèle de l'ouverture de la Cité internationale de la langue française avec l'ONF et la communauté de communes et donc cette cité qui fait partie des 3 parties prenantes. Voilà, donc la spécificité de l'initiative Forêt d'exception, c'est à la fois le réseau national qui intègre, qui devient un Living Lab et plus spécifiquement la forêt de Retz. Alors, au niveau national, le réseau Forêt d'exception, donc j'ai dit qu'il avait une quinzaine d'années, il a été mis en place au départ surtout face à un constat de méconnaissance du grand public de ce qu'était la gestion forestière et de ce qu'était la multifonctionnalité. Et donc, avec un besoin d'ouverture du dialogue autour de ça. Et depuis, l'impact du changement climatique s'est fait fortement ressentir. Les évolutions sociétales évoluent et la nécessité de dialoguer se fait encore plus fortement ressentir. Donc, l'ambition du réseau au niveau national, c'est d'abord, et c'était ça à l'origine, d'être une vitrine des savoir-faire de l'ONF en termes de gestion multifonctionnelle. Mais ça devient de plus en plus le fait de disposer d'un réseau de forêts laboratoires où le dialogue forêt-société est le plus avancé, en tout cas pour ce qu'on arrive à faire à l'ONF. Et ensuite, que ce réseau qui n'est constitué que de quelques forêts finalement, et puis qui n'a pas vocation à s'agrandir beaucoup plus, puisse bénéficier aux autres territoires forestiers. Et notre périmètre, c'est donc bien les 16 forêts labellisées. Et donc pour le cas de Retz, donc les problématiques identifiées, donc c'est la création d'une dynamique territoriale initiée par les 3 partenaires que j'ai précédemment cités, mais également les associations, les acteurs locaux. Et puis surtout que cette dynamique donc, est orientée sur 2 grandes thématiques, donc le patrimoine naturel et culturel en synergie.
Les objectifs, donc, c'est de la mise en valeur de la multifonctionnalité de la forêt, répondre aux enjeux touristiques, donc en complément de cette cité internationale de la langue française, et puis enfin, co-construire, concerter avec les partenaires et l'ensemble des acteurs locaux. Et en termes de périmètre d'intervention, donc la forêt domaniale de Retz, bien évidemment, la Cité internationale de la langue française. Alors pourquoi? Parce que alors, le parc était initialement géré par l'ONF et désormais donc c'est le Centre des monuments nationaux qui a le plan de gestion et ce plan de gestion est intégré au contrat de projet forêt d'exception. Et enfin l'agence ONF de Compiègne, puisque les différents services sont intégrés dans la réalisation des différentes actions. Alors, les interactions avec le PEPR Forest, il y en a plusieurs et elles sont surtout autour du Work Package Forest Hub. Non, excusez-moi, du Forest Hub, et il y a différents work packages qui sont concernés. C'est surtout des thèses et puis des accueils de formation qui sont envisagés. Et il y a aussi un axe sur Régéadapt avec une thèse sur l'impact des plantations anciennes. Maintenant, ce qu'on attend de l'intégration au réseau Living Lab. Alors, je me rends compte qu'on attend beaucoup de choses, et puis en plus à deux échelles différentes, mais je vais toutes les citer et il faudra probablement prioriser. Le premier intérêt, c'est d'avoir un audit en fait de la démarche forêt d'exception qui existe depuis une quinzaine d'années, et ça nous intéresse d'avoir une prise de hauteur avec des spécialistes de l'innovation pour qu'ils nous puissent savoir finalement où est-ce qu'on est innovant, où est-ce qu'on est vraiment un Living Lab, et puis où est-ce qu'on l'est pas, et comment est-ce qu'on peut progresser. On a une ambition de partager les retours d'expérience faits dans ces forêts d'exception. Alors l'ambition est forte, mais c'est pas évident à faire en fait. Et là aussi, on aimerait être accompagné pour savoir mieux comment s'y prendre pour faire connaître ce qui est fait, et puis pour que ça infuse ailleurs. On se pose aussi des questions sur la gouvernance qui est mise en place au niveau national, sans rentrer dans le détail, mais là aussi on pourrait être accompagné. Et puis on se dit que c'est quand même des espaces où le dialogue existe depuis longtemps, il est constructif, et qu'on aimerait bien tester des espaces de débat ouverts à la controverse sur les nombreux enjeux forestiers actuels. Voilà, comment est-ce qu'on met autour de la table des gens qui s'entendent pas, en faisant en sorte que tout le monde s'écoute au moins. Et puis bien sûr, tout ce que tout le monde a dit en fait, hein, c'est la mise en relation avec d'autres Living Labs, le partage d'expériences, apports méthodaux et l'intégration à l'échelle européenne, qu'on voit d'un très bon œil aussi. Mais ce n'est pas Et fini. pour, Et donc, pour le cas de reste, donc, un accompagnement et une expertise en sciences sociales, c'est vrai qu'au niveau local, en tout cas, on n'a pas ces compétences-là. Donc, nous appuyer sur ce domaine de compétences, devenir un terrain d'expérimentation, c'est aussi la fonction et la nature d'une forêt d'exception. Donc, on revient à cette notion de forêt laboratoire. On l'a déjà dit aussi, donc améliorer le partage de connaissances au sein du réseau et au niveau de l'ONF de manière générale, un partage de connaissances à travers le futur réseau de Living Lab, et puis surtout un accompagnement sur des projets très concrets et pour certains qui sont déjà comment dire, en construction. Donc je pense au schéma d'accueil du public, mais également qui va arriver le renouvellement du label forêt d'exception et la révision d'aménagement forestier. Et donc vous voyez là sur la petite photo en bas le lien alors géographique, mais il y a aussi un lien historique avec ce château, la forêt un peu plus loin, et puis désormais partenarial avec ce label forêt d'exception, cette démarche forêt d'exception. Merci Pauline et Jean. Donc, merci d'avoir aussi joué le jeu à deux voix, hein, donc pour partager aussi l'ensemble des informations aux participants. On avait reçu donc deux outils diagnostiques, hein, un à l'échelle nationale forêt d'exception pour le label, et puis un à l'échelle de RETS. Et donc, on a proposé à l'ONF donc d'articuler, d'intégrer le réseau Living Lab du PEPR en articulant les deux échelles, ce qui nous permettra aussi, nous, j'y reviendrai tout à l'heure, mais de pouvoir analyser aussi l'accompagnement au niveau national et avec un cas opérationnel qui est la forêt de Retz. Donc, merci d'avoir fait la présentation à deux voix. On poursuit avec l'initiative Parc national de forêt. Je pense que c'est Emmanuel qui doit être là. Voilà, donc nous, on est le parc national de forêt. On se situe à cheval entre la Haute-Marne et la Côte d'Or, donc entre les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. C'est à peu près 110 communes sur l'aire d'adhésion.
un peu moins de 200 000 hectares, avec la particularité d'une zone de protection forte, le cœur du parc national, sur 50 000 hectares, qui a un statut de protection forte. Et donc, pour nous, l'enjeu de ce projet ou ces projets, c'est plutôt de regrouper des démarches de concertation dans le parc national de forêt autour de trois dynamiques. Un projet co-innove sur la concertation par l'innovation. Deuxièmement, la mise en place d'une méthodologie Nature Adapt. Et enfin, l'évaluation du parcours de la charte du parc national. Donc, c'est des projets qui sont lancés et qui vont se poursuivre sous différentes formes avec un partenariat local et avec AgroParisTech à Nancy. La problématique qu'on identifie, c'est comment on s'adapte aux changements globaux, aux changements climatiques et aux enjeux que les forêts connaissent aujourd'hui dans un contexte de protection forte de la biodiversité et des écosystèmes forestiers. Et ce qu'on veut réussir à faire avec ces initiatives, c'est finalement de réussir à co-construire avec les acteurs du territoire des solutions opérationnelles pour adapter le territoire du parc à ces nouveaux enjeux dans le contexte de la protection forte. Sachant que le parc qu'on représente a une existence assez récente, hein, puisqu'il a été créé en 2019. Et donc, il y a un enjeu d'acceptation et de nouvelles pratiques, finalement, à développer avec les parties prenantes du territoire. Alors, si on passe à la diapo suivante, effectivement, on a quelques interactions avec le PEPR Forest, en tout cas avec le AgroParisTech et son Foresting Lab, qui est intervenu en appui méthodologique sur CoInnov, donc ce projet d'innovation par la concertation. Et donc, cette démarche de living lab forestier qui a déjà été expérimentée dans ce cadre. Ce qu'on recherche surtout, c'est un support dans l'animation de la concertation au niveau local pour petit à petit faire émerger sur le territoire une culture de la coopération entre les parties prenantes. On est à cheval sur deux régions, donc effectivement, il y a tout un enjeu à ce que les parties prenantes rentrent en dialogue au service de projets concrets de gestion ou de développement de la filière forêt-bois. Ce qu'on recherche du coup, c'est des méthodologies d'accompagnement de projets innovants multi-acteurs, et puis bien sûr la mise en lien avec d'autres initiatives en France et à l'étranger, notamment dans le contexte de forêts protégées ou de parcs naturels régionaux. Voilà. Je vous ai mis une photo qui est une des initiatives qu'on a apportées dernièrement, justement dans le cadre du projet CoInnov, qui est un challenge d'innovation sur la valorisation des bois déclassés. Donc pour nous, ça fait vraiment partie de l'adaptation de la filière aux enjeux du changement climatique, comment valoriser ces bois déclassés. Et on a eu une vingtaine de candidatures, on en a honoré 3. Et donc ça fait autant de projets qu'on pourra articuler au territoire dans le cadre d'une démarche d'innovation pilotée en mode Living Lab. Merci Emmanuel pour la présentation. Merci beaucoup d'avoir tenu le temps. On enchaîne avec Chantilly. Je pense que c'est Laurent qui va présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Chantilly, alors le nom de l'initiative, c'est Ensemble sauvons la forêt de Chantilly, la problématique étant le fort dépérissement du chêne avec une accélération depuis 2018. Et donc face à du dépérissement, les partenaires se sont regroupés, le domaine de Chantilly, le parc naturel, Ouest Pays de France, l'ONF, l'INRAE bien sûr, les collectifs, et puis un collectif de bénévoles, et puis avec Interface Forêt, Couleur Forêt et le Conservatoire botanique de Bailleul qui ont compris le problème à bras-le-corps. Et il a été mis en place dès 2019. Enfin, il a été pensé en 2019 et mis en application en 2020, un vaste programme de recherche-action, et dans lequel tout est fait conjointement, c'est-à-dire les activités de recherche, celles de R&D et les actions de gestion qui sont menées conjointement. Les enjeux, c'est bien sûr production de bois, mais aussi biodiversité, l'eau. Il y a les étangs de Comelles qui sont à l'intérieur de la forêt, dans le périmètre de la forêt. Tout ce qui est récréation paysage, hein, c'est une forêt périurbaine, pas loin de Paris. La chasse, bien sûr, les produits non bois. Et puis un poids de l'histoire qui est fort et comment dire, qui est un peu fondateur en fait dans cette forêt, qui est même très fondateur. C'est qu'elle a été léguée par le duc d'Aumale à l'Institut de France pour
pour sa gestion et sa conservation et son évolution. Et puis, bien sûr, Chantilly, c'est la ville de l'équitation, et donc il y a France Gallo qui intervient beaucoup avec le domaine de Chantilly. Donc, on avait plein d'actions qui étaient orientées autour de trois piliers: savoir, faire et faire savoir, hein. Donc, c'est les trois grands piliers. Et là, actuellement, bah, on a fait beaucoup d'actions de recherche, de R&D, et on est dans la phase de mise en œuvre du plan d'aménagement de crise qui a été fait l'année dernière. Et on est vraiment là, cette fois-ci, on a passé la phase de projection, on a passé la phase d'obtention des données de base, hein, vous allez voir, et on est dans la phase d'action avec ces éléments-là. Euh, donc on est vraiment plutôt sur la partie faire à présent, et puis faire savoir. Donc la forêt de Chantilly, c'est 6 000 hectares, 6 300 hectares. On a de fortes synergies avec la forêt de Compiègne, bien sûr, notamment sur les hannetons, hein. Il n'y a pas que le changement climatique à Chantilly, il y a aussi le risque des hannetons. On a des plantations expérimentales. Et puis, Chantilly est inséré dans l'initiative européenne qui est une cost action qui s'appelle Oak Hope sur le dépérissement du chêne. Et puis, le territoire est c'est un territoire d'expérimentation, hein, et, un laboratoire vivant, comme j'ai entendu. Et donc, il est support de projets nationaux comme la mode du projet du PEPR Faire Carbone, et aussi européen sur la santé des sols, sur la microbiologie et la génétique. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, et donc les interactions qu'on a avec le PAPR Forest, là se lance un projet Feu ADER sur lequel on est en train de mettre ce que vous avez à gauche, là, c'est-à-dire des outils intégrateurs pour une gestion adaptative, c'est-à-dire qui couplent des outils métiers qui sont soit à l'ONF, soit au domaine de Chantilly, etc., qui permet d'avoir une gestion rationnelle de la forêt avec une orientation forte, avec une sylviculture mélangée sous couvert, SMCC. Donc c'était une décision forte, hein, qui a été prise par le domaine. Une régulation de l'équilibre forêt-ongulé aussi. Voilà, il y a plein de solutions qui sont en train de se mettre en place. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de construire ces outils intégrateurs en utilisant les sorties, les inputs, et puis en amenant Chantilly comme cas d'étude sur X-Risk pour tout ce qui est gestion multirisque, et puis multicritères, etc. Et RégéAdapt pour tout ce qui est renouvellement de la forêt. On a un ensemble de données disponibles pour le projet Monitor, pardon, qui peuvent servir calage des outils de télédétection, par exemple, hein. C'est en cours, par exemple, avec Philippe Sier. On a aussi donc du lidar à très haute résolution. Donc, on a appelé ça échographie en 3 dimensions du sol et des arbres. On a une cartographie des sols à 70 mètres de résolution. C'est pas seulement de l'observation, les sols ont été prélevés et mesurés, et on aboutit à des cartes de typologie des sols, de propriétés du sol, qui sont disponibles. Et donc, toutes ces données-là sont en train d'être utilisées pour mettre au point ces outils intégrateurs. Qu'est-ce qu'on attend du réseau Living Lab? Une synergie forte avec les autres Living Lab. Donc là, c'est super intéressant de voir les expériences des collègues, parce que c'est très diversifié en termes d'échelle, en termes d'acteurs, etc. Donc je trouve ça super intéressant. Euh, Comme tout le monde, finalement, mise en commun des expertises sur les méthodologies, que ce soit la caractérisation des écosystèmes, leur fonctionnement, leur monitoring, mais aussi sur la recherche participative, la co-construction d'un avenir pour ces forêts qui sont souvent en danger. D'un autre côté, Chantilly est très marqué par la présence d'un collectif de bénévoles qui est vraiment très actif et qui nous aide bien, notamment sur la partie recherche. On n'aurait pas pu faire cette cartographie des sols de 70 mètres sans eux, par exemple, hein, il n'y a pas que ça. Et ils sont très preneurs d'échanger avec d'autres collectifs de bénévoles ou autres, sur d'autres Living Labs pour voir ce qui se passe dans d'autres territoires. Ils sont vraiment très voilà, en attente de ce genre d'interaction avec d'autres territoires. Et puis, le fait d'avoir le label Forest, c'est aussi une caisse de résonance vers l'Europe, hein, qu'on espère bien mettre en œuvre, quoi. Voilà. C'est tout au Chantilly. Merci Laurent, super. Merci beaucoup pour vos slides et la présentation. On passe à l'initiative
Pyrénées. Alors, je sais, Mélanie peut-être ou Christine? Je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire, Christine? Je te laisse présenter, Mélanie. Ok. Bon, du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mélanie Saunier, je suis chargée de recherche au laboratoire Géode à Toulouse, où je travaille avec Christine Hervé, qui est directrice de recherche. Donc, nous, on a déposé une initiative qui s'appelle Living Lab Forêt Pyrénéenne, un peu à l'initiative du Living Lab Alpin. C'est une proposition qui est quand même plus à l'origine de chercheurs, enfin de chercheuses en l'occurrence, puisqu'on a aussi Vanessa Pissargaglia, qui est chercheuse à Iramat à Belfort. Et en fait, c'est venu d'un constat. On a voulu tenter l'idée du Living Lab parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on est contacté par des réserves naturelles qui souhaitent mettre en place des protocoles d'écologie historique pour réorienter leur gestion forestière. Et donc, on s'est dit que ça se trouve, ça pourrait être une super initiative dans le cadre d'un Living Lab de proposer aux porteurs d'enjeux, aux acteurs de territoire, d'utiliser ces données d'écologie historique pour repenser la gestion des forêts. On a identifié principalement trois territoires et peut-être un quatrième. Ces trois territoires, on les a identifiés parce qu'on a beaucoup de données d'écologie historique, c'est-à-dire de la palynologie, de l'anthracologie, de la pédoanthropologie, enfin l'histoire de la végétation, la dynamique actuelle via la dendrochronologie. Il faut savoir que les Pyrénées, on a des territoires qui ne font pas face aux mêmes problématiques. Dans les Hautes-Pyrénées, on va plus être sur une problématique de cinégétique, alors que quand on se dirige vers l'Ariège, c'est plutôt des conflits d'usage, pastoralisme, reconquête des prairies d'altitude. Et malgré tout, même si on est les porteurs d'une initiative, comme pour les Alpes, on est accompagné d'une association Nature en Occitanie, et notamment de l'Observatoire des vieilles forêts pyrénéennes, avec Sophie Maillet. Et on est également accompagné par les communes forestières des Pyrénées, avec Irène Sénaf. Donc voilà. Nos objectifs, comme je disais, c'est vraiment d'essayer d'amener la donnée d'écologie historique dans des cadres de discussion. Et on va être aussi accompagné, il faut savoir, on va avoir une thèse. Et cette thèse va être accompagnée d'une thèse en parallèle en prospective. Et cette prospective sera basée également sur les données d'écologie historique. Ensuite, du coup, on est associé à d'autres actions du PEPR Forest, notamment dans le Forest Hub, c'est ce que je disais, le WP1 prospective. Euh, la prospective donc, sera mobilisée dans le LL pour favoriser le dialogue et les visions d'avenir. On va travailler aussi avec les WP3 en changement socio-écologique et le WP4 formation, où on va pouvoir nourrir des outils pédagogiques sur les territoires du LL. On va travailler également avec le PC NumData. Et il faut savoir que sur les 2 ou 3 zones qu'on a identifiées comme prioritaires, on va avoir l'appui comment dire, d'outils, enfin d'espaces de communication qui sont déjà bien établis. L'un au PNR des Pyrénées ariégeoises, avec l'aide d'Élodie Roulier, qui est prête à nous laisser animer des tables rondes avec l'aide du PNR. Et dans la zone des Hautes-Pyrénées, avec les cafés forêts, qui sont déjà organisés par Sophie Maillet, également en Ariège. Et qu'est-ce qu'on attend du coup du réseau des Living Labs? Comme pour la plupart de tout le monde qui a parlé avant nous, c'est de l'inspiration, des retours et partages d'expériences, des rencontres avec les parties prenantes et les porteurs d'enjeux potentiellement d'autres territoires, et de la capitalisation et de la mise en visibilité. Merci. Merci Mélanie, merci pour vos slides, merci d'avoir tenu le temps. On passe à la dernière initiative de ce premier cercle, donc c'est l'initiative Jura. Pour clôturer la présentation. Oui, bonjour, je vais commencer à présenter. Donc, à l'origine, l'initiative Jura, c'était 2 initiatives qu'on avait déposées, une par l'Observatoire des forêts comtoises et la seconde par le Parc naturel régional du Haut-Jura. Et donc, Massens nous avait proposé de regrouper cette initiative sous le nom de l'initiative du Massif du Jura. Donc, on a réfléchi comment on pouvait assembler nos 2 initiatives et on est parti dans l'idée de co-construire de la connaissance et de l'information croisée sur les enjeux forestiers entre les chercheurs et les propriétaires forestiers pour la mise en place d'une instance de dialogue et d'animation
pour faire sens commun autour de la stratégie forêt-bois du parc. Et l'idée, c'était vraiment qu'il y ait un échange entre les chercheurs et les gestionnaires, mais dans les deux sens. Donc les chercheurs, qu'il y ait plus de partage d'informations auprès des gestionnaires, mais aussi que les gestionnaires fassent plus remonter leurs besoins de terrain pour les chercheurs. Donc les problèmes qu'on a rencontrés, il y en avait plusieurs. Le premier, c'est comme beaucoup d'initiatives, les changements globaux qui ont de fortes conséquences sur à la fois la biodiversité, la filière forêt-bois, la gouvernance territoriale, les paysages. Et le second problème identifié, c'était ce lien qui est assez partiel entre les chercheurs et les propriétaires forestiers. Et on espère, après, avec ce Living Lab, une meilleure vision des enjeux forestiers qui serait partagée entre ces deux groupes. Donc les objectifs, ils sont dans un premier temps de renforcer l'échange et la formation que ce soit la formation initiale, la formation continue, pour mieux appréhender les milieux forestiers, les enjeux forestiers par tous les publics et d'intégrer aussi des sciences participatives dans cet objectif. L'objectif, c'est également d'appréhender les capacités d'atténuation et d'adaptation des socio-écosystèmes forestiers face au changement climatique et un volet espace de médiation entre les différentes parties prenantes pour une meilleure prise de décision. Au niveau du périmètre d'intervention, donc on s'est mis d'accord dans un premier temps d'intervenir sur le périmètre du parc naturel régional du Haut-Jura qui couvre 109 communes et qui s'étend sur 3 départements, le Jura, le Doubs et une partie dans l'Ain. Et suivant l'évolution de ce Living Lab, on aimerait étendre à d'autres parties du territoire de la Franche-Comté et notamment d'autres parties qui sont couvertes par l'Observatoire des forêts comtoises. Donc voilà, là, je vais laisser la parole à Carole pour la deuxième partie. Bonjour, merci Lisa. Donc Carole Béjot, je suis enseignant-chercheur à l'université Marie-Louis Pasteur et Lisa, elle travaille au parc. Et donc effectivement, je vais déjà vous présenter le fait qu'on n'a pas vraiment d'appui pour l'instant du PEPR Forest, pas d'appui financier, pas de liens qui sont établis. Ceci dit, nous ne partons pas de zéro dans cette initiative puisque l'Observatoire des forêts comtoises se structure déjà autour d'un groupe de chercheurs de différents horizons. Ces chercheurs, ils confrontent déjà leurs perspectives, croisent leurs approches autour d'un même objet d'étude qui est la forêt. Et puis, ils s'appuient aussi sur des doctorants, postdoctorants qui sont financés, mais dans le cadre d'autres projets que le PEPR. Et puis également, ces chercheurs, ils ont déjà établi des liens étroits, des échanges réguliers avec les gestionnaires, notamment du PNR du Haut-Jura, mais d'autres PNR couverts par le territoire de l'Observatoire, et puis des échanges avec les propriétaires et les différents acteurs. Ceci dit, il nous reste du chemin quand même à parcourir et c'est en cela où cette initiative Living Lab nous intéresse énormément dans la mesure où on aimerait plus systématiser les échanges, mieux identifier les questionnements communs entre chercheurs, gestionnaires, propriétaires. Et donc, on attend beaucoup d'un accompagnement méthodologique. En gros, on attend un appui pour se structurer et on souhaite notamment partager plus efficacement les connaissances scientifiques, mais aussi les chercheurs attendent beaucoup des savoirs issus du terrain et de la pratique qui seraient adaptés au territoire du Massif jurassien. En gros, on veut faire émerger une dynamique collective qui existe déjà, mais on voudrait solidifier ces liens. Et comme tous les autres projets, on attend beaucoup du Living Lab, avoir accès à un réseau en fait avec d'autres territoires, voir comment les autres abordent des défis qui peuvent être différents, mais qui peuvent être communs, notamment l'impact du changement climatique sur les forêts. On voudrait s'inspirer de démarches qui pourraient être originales, voilà, partager des idées nouvelles. Et c'est peut-être aussi l'occasion d'ouvrir notre horizon et avoir accès à des contacts plus larges en France comme à l'international. Voilà. Merci Lisa et Carole. Merci aussi d'avoir articulé vos deux initiatives en une, parce que l'exercice n'est pas facile. Donc, pour clôturer cette première partie du webinaire, avant de passer aux échanges et questions-réponses, donc moi, je vais juste reprendre la parole
5 minutes. Je remercie toutes les initiatives d'avoir rempli les slides et puis vous avoir présenté en quelques minutes. L'exercice n'est pas facile, donc merci beaucoup à vous. Je reprends la parole pour vous dire que, avant de vous présenter ces initiatives aujourd'hui, donc de cette partie, disons, méthode de sélection, on a aussi regardé si les initiatives permettaient je vous les remets sur une carte là, mais permettaient de couvrir, disons, nos déterminants Living Lab par rapport à l'outil qu'on avait réalisé, parce que à partir de janvier, on va les mettre en réseau, ces initiatives, on va les accompagner d'un point de vue méthodologique. Donc, il fallait aussi qu'on s'assure qu'on n'avait pas, entre guillemets, de trous dans la raquette sur nos déterminants et caractéristiques Living Lab, pour pouvoir répondre aussi à nos questions de recherche dans le PEPR. Donc, on avait une diversité en termes géographiques, en termes d'échelle aussi. Il y a des niveaux nationaux, des niveaux à l'échelle propriété, massif. Donc ça, on avait évalué ça avec la coordination du PEPR. En termes de porteurs aussi, avec des porteurs différents, portés plutôt par la recherche, par des acteurs territoriaux, par des entreprises. Mais aussi, nous, dans cette partie Living Lab, on a de toutes les grilles, on a pu sortir des radars, entre guillemets, pour bien avoir une complémentarité dans le réseau et avoir déjà cette complémentarité en termes de caractéristiques, de maturité aussi, d'un point de vue Living Lab, de toutes les initiatives. Donc, je vous montre, je vais passer assez vite dessus, mais à chaque fois, on a croisé les déterminants Living Lab pour bien… donc là, vous avez l'exemple du partenariat, ce qu'on appelle public-pré-population et l'implication des utilisateurs finaux. Ici, vous avez un radar en termes de ressources financières, humaines, matérielles. Donc ça, c'est issu des outils remplis, des grilles que vous avez remplies. Activité d'innovation en lien avec la recherche, par exemple. Et donc, on voit qu'à chaque fois, on couvre les 4 axes pour avoir cette complémentarité dès le départ dans notre réseau. Et on va pouvoir donc, par les tâches accompagnement et mise en réseau, bien pouvoir répondre à nos questions de recherche, tout en accompagnant les initiatives, en répondant à leurs besoins opérationnels, et nous, en faisant de la recherche sur le concept de Living Lab forestier. Alors, juste pour quelques éléments de conclusion sur cette partie-là, donc on voit bien qu'à nous, ce qui nous intéressait d'un point de vue aussi recherche, Living Lab, tout est couvert et on va pouvoir bien débuter l'accompagnement, la mise en réseau pour répondre à nos questions de recherche et essayer de répondre à nos verrous scientifiques. On a donc une diversité de porteurs, je l'ai dit, diversité géographique, diversité de territoire. Alors, voilà, on pourrait, bien sûr, tout n'est pas couvert en 10 initiatives. Par exemple, on n'a pas d'initiative en forêt méditerranéenne. Donc voilà, ça peut être aussi une question qu'on aurait pu se poser. Pas d'initiative non plus portée sur l'aval de la filière. C'est aussi un des points qu'on a remarqué. Alors pour ça, moi, ce que je tiens à préciser, c'est qu'on aura donc une deuxième vague similaire en 2027. C'est-à-dire que là, on démarre avec 10 initiatives et on refera, disons, cette vague, un deuxième cercle, en tout cas, qui intégrera le réseau. Donc, on pourra, en fonction de l'avancement des initiatives pour développer leur Living Lab, on va, en 2027, intégrer 10 initiatives supplémentaires. Donc, on passera à 20 initiatives. C'est un peu notre objectif en fin de PEPR, 20 Living Lab forestiers. Et donc, voilà, on va voir qu'il y a peut-être justement des manques ou des ambitions pour amener plus de complémentarité dans le réseau. Donc, il y aura cette deuxième vague en 2027. Revenir aussi sur les avantages d'avoir fait cette démarche-là, parce qu'on aurait pu effectivement, comme Arnaud l'a dit au début du PEPR, définir déjà 10 Living Lab et puis dire, tiens, on va travailler sur tel territoire, tel territoire, tel territoire. Nous, on a fait cette démarche-là. Donc, il y a ces 3 raisons-là. Il y a un accès sur la pérennisation, parce que on aurait pu dire, on choisit 10 territoires et puis on donne tant d'argent à chaque territoire. Le problème, c'est que nous, notre objectif, c'est que ce réseau de Living Lab, après le PEPR, il continue à vivre sans l'apport du PEPR Forest. Donc, le PEPR Forest sera en quelque sorte là pour impulser et puis pour structurer ce réseau. Mais on s'était dit dès le départ, si on injecte déjà des apports financiers dans chaque initiative, le jour où il n'y a plus d'apport financier et qu'on n'a pas réfléchi avant à la structuration de la pérennisation, ça peut être compliqué dès qu'on arrête un peu ces apports financiers. Donc, avec toutes les initiatives, on va aussi réfléchir, ça fait partie de l'accompagnement, de la structuration de la pérennisation de ces Living Labs pour qu'ils puissent continuer après 2030, la fin du PEPR. Donc, grâce à l'outil, ça j'ai dit plusieurs fois, mais l'accompagnement méthodologique sur mesure, avec l'outillage qui va être vraiment adapté à chaque initiative.
Et puis, donc, comme je disais, dès le départ, une diversité dans le réseau grâce à notre grille et à nos analyses selon les critères et déterminants Living Lab. Donc, il y a déjà une complémentarité qui va se faire. Et puis, juste pour terminer, ce qui va se passer à partir de janvier, il me reste 2 slides et après, on commence la discussion. Donc, on va vraiment tenter de répondre aux besoins opérationnels des initiatives. D'accord? Vous avez vu un petit peu là le tour d'horizon de chaque initiative. On va mettre à disposition l'équipe Living Lab du PEPR avec à peu près une personne pour 3 initiatives qui sera là pour accompagner, animer, répondre aux besoins des initiatives, faire le lien aussi entre la recherche et les besoins opérationnels de terrain. Donc, faire le lien aussi entre la recherche menée dans le PEPR Forest et puis les attentes de terrain. Et puis, bien sûr, concevoir la démarche et l'outillage sur mesure. Et puis, l'équipe Living Lab, on animera aussi le réseau. Donc, ça, voilà, ça a été dit aussi par les initiatives. On animera le réseau. Et puis, il y aura ce partage d'expériences, de moyens, de méthodes. Et puis, aussi cet accès. Alors, on verra comment on va le faire, mais cet accès aussi à des réseaux Living Lab européens et internationaux. Voilà, je termine là. Et puis, je laisse la place à la partie échange. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés cet après-midi et puis d'avoir été présents. Et on peut passer aux questions-réponses. Merci à toutes et tous et merci Maxence là pour avoir orchestré ça de bien belle manière. Il y a une première question donc auquel tu as commencé à répondre de René Baldi. Si René peut prendre la parole, je l'invite à poser sa question. Tout le monde peut parler, hein, il n'y a pas de censure. Oui, vous m'entendez? Oui? Oui, oui, mais j'avais demandé juste, comme je suis un candidat dans la forêt méditerranéenne, on va dire, j'avais demandé un peu quel était le devenir des candidats qui n'ont pas été retenus là, quoi. Pour vous? Oui, merci René pour votre question. Alors, donc effectivement, la première étape, ce qu'on va faire au premier trimestre 2026, c'est que toutes les initiatives qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qui ont rempli la grille, ça vous a demandé du travail, on va vous envoyer un rapport synthétique qui va présenter votre évaluation. Donc, vous aurez un retour sur cet outil Living Lab, vous aurez un retour sur votre initiative, la capacité à devenir un Living Lab, son niveau de maturité. Donc ça, on va vous envoyer un rapport pour vous faire état de votre évaluation. Et puis ensuite, l'autre perspective, c'est 2027. C'est-à-dire que 2027, il y aura une deuxième vague. Et si vous souhaitez, si c'est toujours dans vos ambitions, vous pourrez, entre guillemets, recandidater. D'accord, merci. D'autres questions, réflexions, suggestions, recommandations? N'hésitez pas. Vous pouvez aussi exprimer des irritants comme de la satisfaction. Tu as parlé, ou plusieurs collègues ont parlé de dimension européenne. Tu peux nous brosser très rapidement, Maxence, quelles sont les initiatives en cours, que ce soit au sein d'Horizon Europe ou dans le partenariat forêt qui est en train de se mettre en place? Oui, il y a donc l'objectif avec plusieurs collègues, que voilà, je ne vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Donc, on a pour objectif de créer un réseau international de Living Lab forestier, donc avec plusieurs instances. Il y a donc la première, c'est l'ENOL. Donc l'ENOL, c'est le réseau européen des Living Labs, qui est vraiment l'instance qui labellise les Living Labs. Donc à Enol, on travaille avec eux. On souhaite aussi créer le département forêt d'Enol parce que à Enol, il y a les départements urbains, énergie, santé. Donc il n'y a pas le département forêt. Donc ça, c'est première instance. Deuxième instance, c'est je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un partnership européen avec dedans une tâche Living Lab. Donc il y a aussi une ambition de créer un réseau, mais ce sera il y aura un réseau qui sera orchestré par plusieurs instances. Et puis, on a aussi, pour ceux qui connaissent, je reprends le time, mais une task force aussi à
à l'IUFRO, hein, qui est notre réseau de recherche en sciences forestières, on a une task force sur les living labs forestiers. Donc, il y a plusieurs instances au niveau international qui ont un même objectif, qui est la création du réseau international. Et donc, l'objectif et l'intérêt qu'on a exprimé, c'est de répliquer la méthode du PEPR Forest, hein, la démarche méthodologique du PEPR Forest au niveau international, donc avec la grille, etc., hein, tout ce qu'on a expliqué depuis 14 heures pour créer ce réseau international. Et donc, l'intérêt, c'est que le premier cercle, en tout cas, de Living Lab forestier là, du PEPR Forest ait accès au réseau international. On est en train de faire le tour de tous les pays. Et en France, ben, voilà, on a un petit peu d'avance. Hein, voilà, on a un petit peu d'avance sur cette partie réseau national. Donc l'idée, c'est que voilà, c'est les Living Lab là, en tout cas ces initiatives en France, et accès au réseau international. Hmm. Voilà un petit peu rapidement. Ok, donc ça répond aussi à la question de Catherine là, en ligne, hein. Comment cette initiative nationale peut diffuser et nourrir cette initiative européenne. Il y a Alors, Laurent et ensuite Yann. Christophe, je me permets, je réponds à Oui, Catherine. vas-y. Hein. Donc, Myriam Fournier, elle est à 3 bureaux à côté de moi. Donc, Oui. voilà, on échange régulièrement, il n'y a pas de problème. Hmm, très bien. Laurent, Ouais, je pensais que j'avais coupé mon micro, désolé. Oui, c'était comment tu voyais la... Parce que là, j'ai l'impression qu'on y va tous un peu séparés vers les projets ciblés. Euh, est-ce que vous avez défini une stratégie? Parce que j'ai vu vous avez eu une réunion avec les leaders des projets ciblés, etc. Et donc, du coup, est-ce que vous avez convenu d'une stratégie commune voilà, pour travailler? Oui, alors on est en train, elle est pas encore, on va la déployer ensemble. Hein. C'est tout l'intérêt, on avance pas à pas. Mais effectivement, l'équipe Living Lab sera en charge de faire le lien entre les attentes opérationnelles des porteurs d'initiatives avec la recherche qui est menée dans les PC, et dans les projets, hein, pas que les PC d'ailleurs, hein, hmm, tous les projets hein, du PEPR. Donc on va, dans l'animation du réseau, ça fera l'interaction hein, recherche et initiative fera partie de l'animation du réseau. Donc, on est en train de réfléchir à une démarche. De toute façon, on va la construire avec vous, hein, parce qu'il faut que ça vous convienne aussi. Mais on en a parlé déjà. Voilà. Donc, je n'ai pas de démarche en tête encore précise, mais c'est prévu. Après, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, comme on le disait aussi, hein, il faut bien avoir en tête que, et nous on a bien conscience de cela, c'est qu'il y a une grosse partie des activités de recherche qui sont programmées aujourd'hui dans les projets qui ne se sont pas ancrés dans ces Living Labs parce que bah, c'était pas envisagé comme ça. Le Living Lab a été, comme on l'a dit, une tâche à part entière. Ce qui n'empêche, c'est que, évidemment, c'est pour ça qu'on va associer au plus proche possible les PC pour qu'il y ait cette réflexion sur ce qui est redéployable, ce qui peut se faire sur ces Living Labs-là, ou ce qui se fait déjà d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut travailler la mise en cohérence? Donc ça, c'est effectivement, c'est pour ça qu'on a très tôt, on a commencé à travailler avec l'ensemble des porteurs de projets. Mais il faut aussi avoir en tête que dans une certaine mesure, je dirais que la programmation de la recherche dans le PEPR n'a pas suivi la démarche Living Lab. Donc c'est aussi, la démarche Living Lab, c'est ce que dit Maxence, c'est-à-dire d'essayer aussi de faire émerger des questions de recherche, des activités de recherche qui sont décidées, co-construites entre les différentes parties prenantes autour d'une question, d'une problématique, dans laquelle on mobilise des sciences, des différentes formes de connaissances, de savoir, etc. Donc finalement, nous, le PEPR, on n'a pas fait ça. On a dit, nous, on a lancé des sujets de recherche depuis la science. Et donc c'est bien dans cette perspective-là aussi de déployer une diversité de façons de faire, de produire de la connaissance. Et notre output, il est plutôt de structurer ce réseau-là pour que demain, l'ensemble soit en capacité d'aller chercher d'autres projets, d'autres financements, d'autres moyens. Encore une fois, hein, nous, notre ambition, elle est aussi qu'après le PEPR, on donne le maximum de ressources pour qu'on soit en capacité de faire plus de projets, de les faire un peu différemment, c'est ce qu'on essaye aussi de promouvoir. Donc il y a aussi cette dimension-là, et ça, voilà, on en est bien conscient. hmm. Et à ce titre, il y a justement une question de Gilles Prado sur l'articulation avec l'approche qu'a suivi le PEPR Solubiode ou peut-être One Water un peu plus à la marge. Euh, donc où il y a résolument une démarche qui est construite autour de ces laboratoires d'innovation. Euh, alors,
on pourrait voilà, apporter des éléments de réponse par rapport à cette articulation et comment peut-être aussi le fait de se structurer va pouvoir permettre de faire émerger des propositions pour le prochain appel à projet de Solubiode, donc avec un dénominateur commun qui serait sur les solutions fondées sur la nature que portent certains, peut-être quelquefois un peu nombreux, et tant mieux, des initiatives du premier cercle. Mm. Il y avait On va prendre il y avait Yann. Yann, Sophie et Muriel. Voilà, Yann est en ligne si vous m'entendez. Merci de me donner la parole. C'est juste pour apporter un complément sur les propos de Maxence concernant les démarches européennes tout à l'heure, en vous disant, en partageant en tout cas avec ce groupe d'aujourd'hui, tout l'intérêt et la performance de ces réseaux européens, dans lesquels nous avons déjà la chance d'y être et de donner de la visibilité à la forêt de Chaudzec que je vous ai présentée tout à l'heure, au travers d'un programme Horizon Europe qui s'appelle Green Nudge. C'est l'ambition de partager des bonnes pratiques. C'est à la croisée à la fois du monde agricole et forestier, puisqu'il y a l'agriculture par l'intérêt de l'agriculture sur l'agroforesterie, et puis les problématiques aussi de partage des bonnes pratiques forestières dans toute l'Europe. Donc c'est super performant, très intéressé moi pour poursuivre l'aventure avec ceux qui seront des leaders dans la réponse de programmes européens dans lequel on a commencé à constituer une belle trame de points d'entrée dans les pays. Donc je me rends disponible pour aider à la démarche. Et puis vous dire qu'en tant que NFP, National Focus Point, de cette thématique dans ce programme Horizon Europe, donc Green Nudge, et donc en étant le point d'entrée forestier, je suis à la recherche d'un forestier qui aurait suffisamment de hauteur de vue, et il y en a beaucoup autour de la table aujourd'hui, qui seraient intéressés pour représenter un forestier qui rentrerait dans cette démarche et dans la construction de cette toile d'araignée pour représenter les diverses thématiques, sachant qu'on a besoin de 4 points d'entrée. Un agriculteur, un AKIS, on a déjà. Un politique, on a aussi, et il nous manque un propriétaire forestier qui serait intéressé dans cette démarche et qui voudrait venir se confronter à cette vision européenne. Voilà. Bon, merci. Ça ne doit pas être une espèce en voie de disparition encore, donc on devrait pouvoir. Voilà. Sophie. Ah, Sophie, on t'entend pas. Il y a ton micro qui est. Ouais. Pardon, oui, Ouais. bonjour. Oui, moi c'était donc Sophie Fortuno là sur le Numdata, hein, sur le projet ciblé Numdata. Donc il y a aussi bien sûr des problématiques méthodologiques autour de la donnée, hein. J'entends parler pas mal de X-risques mobilisés, donc du modèle, etc., des données bien sûr calibrées ou à calibrer. Bon, il y a des tas de questionnements aussi autour de tous ces acteurs, de la provenance privé, public, d'où viennent ces données, les dires d'acteurs. Donc, je pense que de toute façon, avec Maxence et avec vous, il y aura à certainement aussi aborder ces aspects méthodaux. Et alors, d'autant plus si on part à l'Europe, où il y a quand même tout un vent aussi de structuration, de bonnes pratiques, hein, aussi autour de ces questions de données, mais alors au sens large, parce que on va brasser visiblement pas mal de types de données. Donc voilà, on reste à l'écoute d'une data donc pour Forest et pour les Living Labs. Merci beaucoup, Sophie. Muriel? Oui, bonjour à tous. Muriel Breton, donc responsable du service environnement et accueil du public à l'ONF Agence de Compiègne. Donc je suis avec Jean et Pauline là, sur le projet des forêts d'exception. Moi j'avais une question purement organisationnelle. Est-ce qu'on va avoir à disposition là, les 10 Living Labs sélectionnés un espace commun d'échange de documents ou voilà, quel va être le moyen de communication entre nous en dehors du lien qui va être fait par la personne qui va suivre les Living Labs et qui va se faire le relais? Voilà, c'était une question pratique. Alors, moi, sur la partie animation du réseau, donc il y aura des espaces d'échange soit physiques hein, ou soit en visio. Par contre, sur le partage de documents, je pense que, à mon avis, est-ce que Sophie, tu peux peut-être répondre parce que je pense que c'est plutôt ta partie?
Alors, oui, c'est pas nécessaire. Oui, on peut aider de toute façon à voir et à voir ensemble comment on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme outil. On en a déjà fait enfin, un scan de certains nombres. Il y a certains projets ciblés déjà équipés. Et donc ça, oui, ben, typiquement, on pourra en reparler. Et oui, ok, pas de souci, on a noté. Merci. Merci Sophie. Alors, il y a monsieur ou madame J. Auvert qui a une question par rapport aux porteurs des projets Guyane et Chantilly. Ah oui, je vous remercie beaucoup. Julien Auvert, je travaille à Forestry France, je représente le bureau d'études et je remercie toutes les personnes qui sont venues présenter leur projet, c'était absolument passionnant. J'avais deux questions de curiosité intellectuelle et si d'aventure ma curiosité était mal placée, vous n'hésitez pas à ne pas répondre. C'était le PEPR Forest repose sur une unité de base, hein, une unité nucléaire, c'est le socio-écosystème. Ce qui va m'intéresser, c'est le côté le socio-écosystème, c'est-à-dire les sociétés, les populations, les usagers, les communautés. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la toute fin de la présentation des projets, il y avait des slides avec notamment des radars qui permettaient de voir un petit peu la ventilation des différents projets en fonction de certains critères. L'une des choses qui m'intéressait, c'est de voir que, il y avait à 2 extrêmes le projet, Chantilly et le projet, Guyane. Et j'avais donc 2 questions à poser. Une au porteur de projet, Guyane, c'est presque une question épistémologique, compte tenu que le support géographique, hein, de ce Living Lab, c'est la réserve et que, par définition, la réserve, c'est un endroit d'une certaine, rareté, de la présence, des hommes. Et bah, comment justement, le côté, société, utilisateur, allait être, intégré dans le Living Lab. Donc j'aurais, adoré, par pure curiosité, avoir voilà, quelques explications de plus pour savoir comment c'était intégré sur le temps de vie du Living Lab. Et à l'autre extrême du spectre, j'aurais bien aimé avoir voilà, un peu plus de précision de la part du porteur de projet de Chantilly, où là, pour le coup, l'exposition aux usagers, et même, je dirais, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais même des gens qui payent pour être là, que ce soit des cavaliers, des chasseurs, des visiteurs, eh bien, vu que dans le Living Lab, le de l'ADN, c'est l'utilisateur final, comment dans le projet Chantilly, l'initiative Chantilly, l'utilisateur final était intégré. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui, Audrey. Oui, oui, oui. Bah, je commence, hein, vu que le monsieur a abordé la Guyane en premier, je vais tenter de répondre à la Ouais. question. Alors, c'est très bien d'avoir effectivement soulevé cette problématique parce que c'est vrai que la réserve, c'est bah, évidemment une zone dans laquelle le public vraiment n'a pas accès et qui est très, très réglementée. Et la station de recherche du CNRS est encore plus renfermée sur elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé pendant très longtemps. Et on a cette volonté, justement, et réserve et CNRS, de s'ouvrir un petit peu plus aux populations locales qui ont effectivement pas grande idée de ce qui peut se passer à l'intérieur de ces terres-là et pourtant bah, ils côtoient de très très proche la réserve. Donc c'est effectivement quelque chose qui est à construire. On a effectivement des échanges, en tout cas économiques, avec les populations, comme je vous ai dit, parce que la réserve, on a il faut bien nourrir tous ces petits chercheurs. Donc on a quand même des liens avec la population, notamment elle est accessible qu'en pirogue. Donc on est avec les activités touristiques, on est en lien avec les piroguiers. Et il y a quand même dans les villes alentours des écomusées. On aimerait bien pouvoir demander aux chercheurs de faire des petites interventions des différentes études qui mènent au sein de la station. Mais voilà, grande piste de réflexion qui, depuis des dizaines d'années, enfin, on y songe et justement, ça fait partie de ces objectifs. Ce Challenge. Living Lab permettra justement d'avoir un peu les clés, les outils, de savoir comment est-ce qu'on peut mieux impliquer les populations et notamment aussi les collectivités territoriales, les communes. Enfin voilà, c'est étendre un peu cette limite de la réserve, un peu justement au-delà, ceux qui vivent aux portes de la réserve et pouvoir voilà, lever un peu le voile opaque qui existe sur ce territoire. Ok, merci. Alors Laurent, pour justement les multiples utilisateurs de la forêt de Chantilly. Ah, voilà, les visiteurs ne payent pas encore, en tout cas. Voilà, ils peuvent. Non, mais c'est vrai, c'est une forêt qui est très parcourue. Je crois que de mémoire, Daisy, désolé, bah, d'ailleurs, désolé, Daisy Copo était là, mais elle a dû partir pour une urgence chasse, voilà, pour le coup. Mais de mémoire, c'est à peu près 2 millions de visiteurs par an. Mm. Ça vous donne un peu la pression qu'il peut y avoir. Alors, comment ils ont été intégrés? En fait, de plusieurs façons. C'est que ça a commencé plutôt par
Toujours face à un dépérissement massif, le responsable, c'est le gestionnaire. C'est assez classique comme réaction initiale. Et assez vite, en fait, les associations de bénévoles, ça, se sont rendus compte que finalement, plutôt que de râler, il fallait aider. Et donc, il s'est constitué ce fameux collectif de bénévoles qui a commencé avec quelques dizaines de personnes et qui se termine avec plus de 300 personnes actuellement qui viennent aider à la fois aux activités de recherche, action, etc. Alors, donc là, c'est le premier volet de l'implication, c'est-à-dire que quand on se met dans une fosse à creuser sous la neige et prélever des échantillons, ça fait assez vite le lien entre les chasseurs, les environnementalistes, les chercheurs. Enfin voilà, on devient assez vite, on partage assez vite les valeurs de ce qui nous intéresse dans la forêt. Et du coup, ça simplifie pas mal les discussions. Ça, c'est le premier aspect. Et puis après, Barbara en parlera mieux que moi, mais pour résumer, on a fait plein d'ateliers de prospective, alors qui étaient très structurés. S'il y en avait un, le premier, et qui est vraiment essentiel à mon sens, parce que qui est vraiment important et que je retrouve aussi dans la vallée de la Dolère, qui n'a pas postulé là, mais qui fera certainement en 2027. C'est le partage des valeurs. C'est qu'il y a ce côté-là important, c'est que quels que soient les utilisateurs, qu'ils soient chasseurs, citoyens, qui fassent du vélo, qui fassent du cheval, ou etc., il y a un intérêt pour la forêt, il y a son intérêt pour la forêt. C'est le partage de ces valeurs-là, avec Chantilly, quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'il y a les valeurs du duc d'Aumale, c'est-à-dire il a légué la forêt de Chantilly, mais en mettant tout un tas d'instructions pour que la forêt soit gérée dans son intégralité, etc., qui est vraiment une continuité dans cette forêt et sa mise à disposition dans la production de bois pour la chasse, mais aussi pour les citoyens. Donc ce premier point, le partage des valeurs était important. Le deuxième point qui est important, c'est le partage des connaissances. C'est la connaissance non seulement scientifique, mais la connaissance de tout le monde de la forêt. Ça, c'est important aussi. Donc il y a toute une étape de partage de ces connaissances-là, de se les approprier tous. La troisième étape qui est également importante, c'est la partie controverse. Pas polémique, hein, mais controverse, c'est-à-dire que les gens puissent discuter des sujets sensibles, qu'on puisse les mettre à plat, qu'on puisse les mettre à la lumière justement des valeurs et des connaissances. Et puis ensuite vient l'étape seulement de co-construction, enfin en tout cas de collaboration pour imaginer des scénarios, pour imaginer le futur de cette forêt-là, avec des choses qui sont plus ou moins guidées, etc. Et là, même les bénévoles ont planché, c'est-à-dire qu'il y a des petits groupes de bénévoles qui a planché sur certaines thématiques, l'eau, le bois, etc., pour aboutir à des propositions de définition de scénarios qui ont ensuite travaillées en atelier, etc. Et tout ça, ça a fait un corpus d'idées, de solutions qui ont été présentées, qui ont été amenées aux gestionnaires de l'ONF et aux propriétaires de l'Institut de France. Voilà, pour prise de décision, ça a permis de faire le plan d'aménagement de crise, ça a permis de faire. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a procédé à Chantilly. Je ne sais pas si c'est une méthode très académique, mais en tout cas, ça a marché puisqu'on est dans la phase d'implémentation. Ok, donc très très inspirant. Merci Audrey et Laurent. Il y a Christophe Chauvin qui a une question. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis dans le comité des parties prenantes au titre de France Nature Environnement. Et vous avez souligné que la filière, au fond, n'était pas tellement impliquée dans ces Living Labs. Or, évidemment, elle a beaucoup d'importance par ce que vous devez appeler le techno-push. Là. La technologie peut conditionner la sylviculture autant du côté de la massification, d'ailleurs, par la mécanisation, que par au contraire la spécification avec des outils de diagnostic et d'investigation comme le LIDAR. Donc, comment est-ce que vous pensez peut-être dans la deuxième phase davantage impliquer la filière et est-ce que ça peut être à l'intérieur de chaque Living Lab en élargissant un peu le cercle ou avec des Living Labs plus aval? Mais peut-être les deux, je ne sais pas. À vous. Non, merci Christophe, tu as tout dit. Hein. C'est-à-dire qu'on on va avancer là pendant un an et demi, un an et demi avec les initiatives. Et puis, dans le réseau, on va sûrement s'apercevoir qu'il manque quelques complémentarités. Et puis, donc effectivement, il y a ces deux solutions-là. Hein. Soit on identifie des opportunités dans les Living Labs pour aller vers ces sujets qui ne sont pas forcément explorés. Hein.
même dans le PEPR, hein, voilà, hein. Et puis, sinon, effectivement, peut-être faire de la prospection d'initiatives, hein, aller au-devant de certaines initiatives qui pourraient, hein, tu prends l'exemple de la filière, hein, qui pourraient s'intéresser à ces sujets-là. Donc, tu as raison, il y aura les deux. Enfin, voilà. Je ne sais pas si Arnaud et Christophe veulent compléter, mais je pense qu'il y aura les deux. Là, il y a, ben, notre ambition à nous reste bien, comme dans la programmation du PEPR, à ce que la focale soit sur les enjeux de la gestion et du devenir des socio-écosystèmes forestiers. Donc on reste bien centré sur les questions forestières. Et donc effectivement, chacun des Living Labs qui est ici, avec une grosse proportion quand même de Living Labs qui sont territoriaux. Donc ça veut dire qu'effectivement, parmi ce qu'on peut espérer autour de ces Living Labs, des problématiques qui peuvent émerger ou des acteurs concernés par l'évolution de ces socio-écosystèmes forestiers, qu'on encourage à ce s'y intéressent effectivement des acteurs de toute la chaîne de valeur, et pas uniquement des usagers du territoire et de la forêt, mais aussi de la chaîne de valeur économique. Donc ça, c'est effectivement une volonté. Après qu'il y ait la nécessité, dans une perspective plus large, par rapport au développement de l'industrie du bois, on va dire au sens large, hein, qu'il y ait des enjeux à ce que se développent des approches, je dirais, d'innovation inscrites dans des perspectives de Living Lab. Il est probable, mais ça rentre peut-être moins dans notre champ à nous. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que comme dans beaucoup d'autres secteurs, hein, il y a des enjeux de développer des nouveaux produits, des nouveaux process avec des enjeux d'expérimentation. Je pense dans le domaine de la construction, hein, on peut imaginer plein de choses. Donc, mais ça, c'est hors de notre champ. Voilà. On reste bien, nous, sur les socio-écosystèmes forestiers. Par contre, comme tu le dis, Christophe, une volonté à ce que peut-être les problématiques et les thématiques liées à la valorisation des ressources et à l'économie associée à ces socio-écosystèmes soient mieux prise en compte, intégrée à différents niveaux. Voilà. Ok, donc il y a eu pas mal aussi de réponses apportées à des questions. Il y a aussi une remarque hein, pour donc le Living Lab sur le massif du Jura. Et bien sûr, au-delà du PEPR, et heureusement, il y a une vie scientifique. Donc, c'est très bien que d'autres PEPR, comme Trax ou Solubiode ou autres, Fer Carbone a été cité, soient associés à ces initiatives et d'autres projets, qu'ils soient régionaux, nationaux ou internationaux. Euh, donc, on n'a aucune voilà, vocation à être hégémonique, quoi que ce soit, même si l'initiative est lancée par nous, elle vise à fédérer avant tout et pas à exclure, plutôt à inclure. Après, je reviens par rapport à la question tout à l'heure des données, qui soulève, dans la continuité de ce que disait Maxence, hein, c'est que bah, le PEPR a une fin, donc un jour il s'arrêtera. Donc typiquement, par exemple, nous on n'a pas vocation, par exemple, à créer une interface web de mise en visibilité de l'ensemble de ces réseaux et de présenter toutes ces initiatives. Alors d'une, parce que directement et en lien avec le PEPR, on n'a pas le droit, nous on doit communiquer qu'avec un site internet. Et puis ensuite, c'est pas non plus la vocation, parce que ça voudrait dire que le jour où PEPR ferme boutique, bah, le site ferme. Donc par contre, effectivement, je dirais qu'une des vocations de ce réseau est aussi de structurer potentiellement sa gouvernance, sa mise en visibilité. Et donc ça, bah, c'est à vous, porteurs des Living Labs, vous saisir de cette opportunité avec l'appui, encore une fois, hein, des équipes de Maxence. Mais ça peut être un des sujets à mettre en avant. Effectivement, une petite gouvernance, ça sert à rien de faire une grosse Une machinerie, usine à gaz. Ouais, ouais. mais quelque chose qui permette, bah, par exemple, de mettre en visibilité, d'avoir un site internet, de mettre en visibilité l'ensemble de ces initiatives. Mais ça, effectivement, ça doit être de l'initiative des porteurs, des membres de ce réseau, éventuellement de le susciter. Alors nous, on peut l'aider, l'accompagner, il n'y a aucun souci, mais on n'a pas vocation à le structurer parce qu'encore une fois, nous, on est mortels, donc on s'arrête en 2030. Et ben après, nous, on veut que ça dure. Donc, si c'est nous qui le portons, ça ne pourra pas durer. Donc, voilà, typiquement. Et la question du partage d'informations, etc., pour moi, s'inscrit effectivement dans cette perspective-là aussi. Ok, vous pouvez aussi poser des questions hein, aux porteurs des initiatives, n'hésitez pas.
Bon, Solubiode, oui, on peut rajouter qu'on est en lien avec les porteurs donc c'est Gilles Prado là, qui posait la question, c'est quoi la spécificité? Donc, bon, l'approche était vraiment différente, hein, puisqu'ils Ouais. ont tout axé, en fait, leur approche scientifique et méthodologique sur les Living Labs. Donc, c'est pas le cas, à rappeler Arnaud. Nous, on portait des ambitions scientifiques avec des défis scientifiques sur la gouvernance, la bioéconomie, la résilience, le monitoring, la surveillance des forêts. Solubiode fait différemment. On est en lien avec effectivement cette belle initiative, ce beau PEPR également pour y contribuer en essayant de faire émerger voilà, un sous-réseau de Living Lab forestier qui adresse les questions de solutions fondées sur la nature, parce que c'est l'ADN du PEPR Solubiode. Je crois que leur appel à projet va se situer en 2027, hein. On avait voilà. Donc un an, 2026. Donc c'est le bon timing, hein, Maxence, pour structurer aussi ce sous-réseau qui peut bien sûr comprendre une partie des 10 initiatives, voire d'autres initiatives qui veulent contribuer à cette ambition des solutions fondées sur la nature, quoi. En complément, en termes de perspective pour nous, je dirais de synergie avec d'autres outils, on porte, alors la clôture c'est demain, mais il y en aura d'autres et notamment il y aura un focus sur les outils d'aide à la décision. On porte aussi un soutien aux actions de prématuration. Donc la prématuration est une opportunité de financement qui peut être assez opportune dans les Living Labs puisqu'elle permet d'accompagner les équipes de recherche en lien avec euh, un certain nombre d'acteurs pour le développement de solutions, on va dire, autour de la gestion, de la valorisation, de la conservation de la forêt, du diagnostic des forêts. Donc nous, avec une focale, notamment dans l'année prochaine, travail qu'on va conduire avec le RMTA Force autour des outils de la décision. Donc bah là, de la même manière, hein, il y aura une opportunité à ce que ces Living Labs soient les réceptacles un petit peu potentiellement de la mise à l'épreuve et de ces activités de prématuration. Donc il y a un peu de temps pour s'y préparer. On verra aussi de la même manière, nous on va sélectionner là quelques projets, on l'espère, de prématuration à venir. Si ces projets, pour eux, c'est opportun, on pourra leur offrir la possibilité, dans ce réseau de Living Lab, de s'appuyer sur plusieurs Living Labs pour les activités qu'ils peuvent souhaiter conduire en prématuration. Donc voilà, cette activité de prématuration, elle est aussi un financement particulier dont on va essayer d'acculturer, parce que ce soit la communauté des porteurs d'enjeux, des collectifs qui sont dans les Living Labs, ou même du côté des chercheurs, on est peu familiarisé avec ce type d'outils dans notre communauté. Donc nous, notre mission, elle est un peu et notamment avec nos appels à projets, de familiariser un petit peu avec ça, sachant qu'on a l'opportunité d'avoir d'autres sources de financement et qu'on peut accompagner aussi ces financements en prématuration. Donc on se tient aussi à disposition de l'ensemble des acteurs du réseau, scientifiques et non scientifiques, si besoin, pour cette acculturation à ces dispositifs de prématuration. Encore une fois, nous, on va porter quelques financements, mais on sait et on peut vous aider à aller en chercher d'autres. Il y a plein d'autres moyens. Donc voilà, c'est aussi une opportunité et les Living Labs peuvent être aussi un support pour ces actions-là qui, pour le coup, elles sont à programmer à l'avenir et avec des moyens financiers qui peuvent accompagner ça et aider à déployer des actions sur des thématiques spécifiques au sein de vos Living Labs. Christophe, Oui, bonjour. Je voulais juste enfoncer le clou sur ce que tu viens de dire. Dans le cas du Living Lab FireRaise, en fait, le point de départ, c'était 38 innovations à tester. Et en fait, ça a permis un dialogue sur qu'est-ce qui était les meilleurs, quelles étaient les problématiques du Living Lab, construire une feuille de route sur les innovations les plus pertinentes, les tester et conclure dessus. Et c'est des systèmes, enfin, dans les démarches, c'est des choses qui permettent de mobiliser très efficacement les acteurs. Voilà, c'était un petit retour de FireRaise. Ok. merci Christophe. On en profite aussi, hein, Maxence l'a dit, mais pour remercier
tous les collègues qui ont fait des efforts de se regrouper. Je dis ça parce que Christophe vient de parler, mais on sait que c'était le cas ici dans le sud-ouest, mais c'est le cas aussi ailleurs. Voilà, on sait qu'on a été un peu directif là-dessus, c'est-à-dire que nous, on a souhaité aussi qu'on soit force d'impulsion pour essayer de faire des économies d'échelle et puis de donner un peu plus de visibilité et de cohérence aux différentes initiatives. Voilà, c'est pas du tout dans le but, effectivement, de compliquer la tâche de chacun. On sait que c'est compliqué, on sait la trajectoire de chacun des projets. Mais bien évidemment, on apprécie déjà et on vous remercie pour l'effort là, qui a été fait pour ces présentations communes. Et puis nous, on est là aussi pour essayer de vous accompagner à maturer ça et parce qu'il nous semble que on a besoin de gagner en visibilité. En tous les cas, l'objectif de ce réseau était d'apporter de la structuration. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a encouragé ces dynamiques je dirais, de regroupement, pas de fusion, mais de faire en sorte qu'il y ait une cohérence plus forte peut-être entre l'ensemble des initiatives et une meilleure lisibilité à l'échelle nationale. On avait convenu 16 heures. On y est Oui. bientôt. S'il y a encore des questions, vous pouvez toujours. Et puis de toute façon, hein, on est toujours disponible pour répondre à toute question. Euh, on était très nombreux. Mm. C'était Presque 100 finalement, l'ensemble ouais, des presque 100, inscrits. ouais. Ouais. Ça prouve effectivement de l'intérêt. Et on va voilà, continuer à encourager la mise en visibilité de ce réseau. Et aussi, nous, on est là aussi pour que le réseau de l'ensemble de ces Living Labs interagisse mieux, davantage avec la communauté scientifique que nous aussi, on accompagne, hein. On rappelle que dans le PEPR, on a la chance d'avoir quand même 450 scientifiques de la communauté scientifique. Donc, c'est une belle opportunité sur ce laps de temps du PEPR de les sensibiliser à ces démarches Living Lab, de se les approprier. On sait qu'il y a beaucoup de discussions, de débats, de scepticisme même hein, sur ces Living Labs. Oui, c'est un effet de mode. Nous, c'est pas tellement la labellisation Living Lab, comme l'a essayé de l'expliquer Maxence, c'est une approche, c'est une démarche qu'on a souhaité valoriser et mettre en avant. Voilà, on espère, et en tous les cas, première preuve, c'est effectivement toutes les initiatives qu'on a reçues, leur diversité, leur richesse, et puis votre mobilisation déjà aujourd'hui qui est très encourageante. Et pour la suite, je pense que Maxence, du coup, est remonté à bloc à partir de janvier pour Ouais, c'est accompagner bien. avec ses équipes tous ces Living Labs. Non, mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça fait plaisir de voir toutes ces contributions et puis la présence aujourd'hui, hein, c'est forte hein, de vous tous. On sent que ça va enrichir véritablement cette démarche, hein. On commence, mais voilà, on a beaucoup d'espoir et on est très positif par rapport à ce qui va se passer dans les années à venir. Bon, merci et bonne fin d'après-midi à toutes et tous.